La naissance d'un royaume, Mieszko et le baptême de la Pologne. C'est étrange de penser qu'une nation entière, sa culture, sa langue, son identité, ait pu naître d'une seule décision. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit au Xe siècle, lorsqu'un homme nommé Mieszko s'est trouvé à la croisée de l'histoire. Imaginez la scène, un jeune chef vêtu d'une armure étincelante comme l'aube sur la Vistule, observant un pays de forêts, de fortins en bois et de tribus agitées. Il régnait sur un peuple attaché à de vieilles traditions et croyances, mais Mieszko s'apprêtait à faire quelque chose qui allait tout bouleverser. Mieszko n'était pas un rêveur, c'était un stratège, un chef qui voyait au-delà des batailles, vers le monde plus vaste. Au milieu du Xe siècle, l'Europe était déjà chrétienne. Les grandes puissances, le Saint-Empire romain germanique, la Bohême, la Hongrie, avaient toutes adopté la nouvelle foi. Rester païen, c'était rester à l'écart. Et Mieszko, à la tête d'une confédération de tribus slaves qu'on appellerait plus tard la Pologne, comprenait que survivre signifiait appartenir. On raconte que Mieszko naquit aveugle et qu'à l'âge de 7 ans, il recouvra miraculeusement la vue. Les chroniqueurs dirent plus tard que c'était un signe, une prophétie. Il apporterait la lumière à une terre en transition. Qu'il s'agisse d'une légende ou d'un fait, importe peu. Ce qui compte, c'est qu'à son avènement, Mieszko pensait déjà au-delà de ses frontières. Les menaces venaient de toutes parts. L'expansion allemande à l'ouest, les Bohémiens au sud, les Poméraniens et les Prussiens au nord. Être seul, c'était être vulnérable. Alors Mieszko chercha une alliance, non par l'épée, mais par la foi. En l'an 966, tout changea. Mieszko reçut le baptême. Ce n'était pas seulement un acte religieux, mais une manœuvre politique géniale. En se faisant baptiser, Mieszko s'aligna sur le monde chrétien. Il n'avait plus à craindre des attaques justifiées par la religion. Grâce à ses nouveaux alliés, notamment les Tchèques par son mariage avec la princesse chrétienne d'Obrawa, il gagna en légitimité. Pour la première fois, la Pologne entrait sur la scène de l'histoire européenne. Mais imaginez ce que cela signifiait pour son peuple. Dans un village près de Gniezno ou de Poznań, un jour on suivait les anciens rites, et le lendemain, on se rassemblait au bord de la rivière pour voir son chef se faire baptiser par des prêtres étrangers, parlant latin. L'eau coulait sur sa tête, et le monde changeait. Les vieux symboles disparaissaient, remplacés par de nouveaux. Des églises s'élevaient là où jadis se dressaient des bois sacrés. Le changement ne fut pas facile. Les croyances ne se transforment pas du jour au lendemain. Beaucoup résistèrent. Certains continuèrent leurs coutumes pendant des générations. Mais Mieszko savait ce qu'il faisait. Il ne détruisit pas complètement l'ancien, il l'intégra. Les fêtes païennes se mêlèrent peu à peu aux célébrations chrétiennes. On continuait à chanter, à danser, à allumer des feux les soirs d'été. Mais le sens évoluait. Avec le baptême vinrent aussi les structures, prêtres, missionnaires, scribes. Désormais, il y avait des lois, des écrits, une communication avec Rome. Pour un peuple habitué aux traditions orales et aux conseils tribaux, c'était une révolution. Le baptême n'apporta pas seulement la foi, mais aussi l'alphabétisation, la diplomatie et une conscience commune. C'est là, d'une certaine manière, que naquit la Pologne, Polska. Avant cela, il n'y avait que des tribus, Polanes, Vistulans, Mazoviens. Mais le baptême les unit sous un seul chef, un seul ordre, et bientôt un seul nom. Le chroniqueur Gallus Anonymus, un siècle plus tard, écrira que Mieszko fut l'homme qui bâtit une maison à partir de la poussière de la terre. Bien sûr, le baptême ne fit pas disparaître les guerres. Mieszko dut encore combattre la Bohême, l'Empire et des tribus rebelles, mais désormais, il ne combattait plus en chef tribal, mais en prince reconnu par l'Europe. Et cela changeait tout. Quand les envoyés de Rome ou de l'Empire arrivaient, ils voyèrent désormais la Pologne non comme une terre sauvage, mais comme une part de la civilisation chrétienne. Certains historiens disent donc que le baptême de Mieszko fut le véritable acte de naissance de la Pologne, non pas par l'épée, mais par une goutte d'eau. D'autres y voient la première étape d'un État qui s'étendrait un jour de la mer Baltique à la mer Noire. Si vous imaginez cette rive tranquille où tout eut lieu, vous pouvez presque entendre le silence après la cérémonie. La foule observant son souverain, ruisselant d'eau, levait la main. Certains étaient curieux, d'autres méfiants, mais tous sentaient qu'un monde s'achevait et qu'un autre commençait. Dans les années suivantes, Mieszko fit construire des églises, invita des missionnaires et tissa des liens avec les puissances européennes. Il envoya même son fils Bolesław étudier parmi le clergé, préparant ainsi la nouvelle génération. À sa mort,
En l'an 992, Mieszko avait transformé une mosaïque de tribus en un royaume reconnu à travers le continent. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec lui. Ses descendants, surtout Bolesław le Vaillant, poursuivraient son œuvre, donnant à la Pologne sa couronne et son destin royal. Mais cela, c'est une autre histoire, faite de batailles, de couronnements et de rêves d'empire. Souvenons-nous simplement que tout a commencé grâce à un homme qui osa voir au-delà de ses frontières. Mieszko n'accepta pas le baptême seulement pour lui-même, mais pour l'avenir de son peuple. Et c'est peut-être pour cela que, plus d'un millénaire plus tard, les Polonais se tournent encore vers ce moment du Xe siècle comme le véritable commencement, le jour où la Pologne entra dans une nouvelle ère et qu'une nation naquit, des châteaux de pierre et de foi. Si tu pouvais te promener dans la Pologne médiévale, bien avant que les villes ne se remplissent et que les cathédrales ne s'élèvent vers le ciel, la première chose que tu remarquerais, ce serait le silence, seulement brisé par le fracas des marteaux, le grincement des charrettes en bois et l'écho des prières montant avec la brume du matin. Le pays était en train de changer. Les villages devenaient des bourgs et les forteresses de bois du passé laissaient place à quelque chose de bien plus durable, des châteaux de pierre et de foi. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au début, les dirigeants piastes comme Mieszko et Bolesław le Brave construisaient des forteresses en bois et en terre. Ces grodis étaient pratiques, des murs de troncs remplis de terre, entourés de douves et gardés par des guerriers armés de haches. Ils fonctionnaient mais restèrent fragiles. Le feu pouvait les détruire, le temps les faire pourrir. Et pour des dirigeants qui voulaient dire que leur pouvoir survive à leur propre vie, il fallait quelque chose de plus solide. Alors la pierre arriva, pas seulement comme matériau, mais comme déclaration. Construire en pierre, c'était dire « nous sommes là pour durer ». C'était la force rendue visible, le pouvoir transformé en architecture. La couronne et l'église l'avaient bien compris. Les cathédrales s'élevaient à côté des châteaux, chacune renforçant l'autre, l'une pour guider, l'autre pour défendre. Ensemble, elles façonnaient la silhouette de la Pologne médiévale. Imagine que tu approches d'un de ces premiers châteaux, à Gniezno ou à Wawel par exemple. Les murs te domineraient, rugueux et froids, faits de calcaire ou de granit local. À l'intérieur, la cour résonnerait de vie, le martèlement des forgerons, les bavardages des serviteurs, les aboiements des chiens. Au centre se trouvait la grande salle du Seigneur, où la politique se mêlait au rituel. Au-dessus de la porte, un symbole sculpté rappelait souvent à tous que les dirigeants et leurs sujets faisaient partie d'un ordre plus vaste. Ces châteaux n'étaient pas seulement des structures militaires, ils étaient des symboles de stabilité et de civilisation dans un monde souvent sauvage et incertain. Chaque pierre posée était une déclaration que l'ordre pouvait s'enraciner ici, que le chaos pouvait être tenu à distance. Quand les premières chapelles furent construites à l'intérieur des murs, elles devinrent des refuges non seulement contre les ennemis, mais contre la peur elle-même. On imagine mal aujourd'hui à quel point ces projets étaient coûteux et ambitieux. Construire une forteresse de pierre au XIe ou au XIIe siècle prenait des années, parfois des décennies. Il fallait des carriers, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des gardes, des clercs, toute une communauté. Et il fallait la conviction que tout cela en valait la peine. Car au Moyen Âge, rien ne durait sans planification, savoir-faire et but commun. C'est pourquoi tant de châteaux furent bâtis à côté de monastères ou d'églises. Les institutions religieuses apportaient non seulement la guidance spirituelle, mais aussi le savoir, les plans, les mesures, les artisans qualifiés. Les moines et les clercs, qui savaient lire et écrire, aidèrent à concevoir les plans, à noter les dépenses, à superviser la construction. Pour eux, l'architecture était l'organisation rendue solide. Et les gens y croyaient, eux aussi. Vivre près d'un château, c'était vivre sous protection. La vue des murs de pierre signifiait la sécurité, contre les pillards, le feu et l'imprévisibilité de la vie médiévale. Quand le danger approchait, les villageois couraient vers les portes du château. À l'intérieur, le seigneur et ses chevaliers défendèrent la communauté et les terres environnantes. Avec le temps, ces forteresses devinrent des centres de tout, du commerce, de la politique, de la justice. Un conflit entre paysans, réglé dans la cour du château, une nouvelle loi du duc, proclamée sur les marches. Même les foires et marchés se formaient autour des bourgs fortifiés, leurs murs veillant sur la naissance de la civilisation. Mais il y avait une dimension plus profonde, celle qui liait l'autorité et la sécurité. Les mêmes pierres qui protégeaient les gens des envahisseurs rappelaient aussi aux dirigeants leurs responsabilités.
Chaque bannière flottant sur une tour portait l'aigle ou d'autres symboles, signe du double pouvoir qui structura la vie médiévale, le gouvernement et l'ordre moral. Prends Wawel, par exemple, le cœur de Cracovie. Ce qui n'était au départ qu'un simple fort en bois devint, au XIIIe siècle, un magnifique complexe de pierre. Ce n'était plus seulement une forteresse, c'était une déclaration d'héritage. Les rois y furent couronnés, les dignitaires s'y réunirent, et des histoires y prirent vie. Chaque bloc de pierre portait à la fois un poids politique et un sens social. Et pourtant, malgré toute leur grandeur, ces châteaux restaient des lieux humains. Ils résonnaient de rires, de disputes, de réunions, parfois de peur. Les familles nobles qui y vivaient n'étaient pas que des dirigeants. Elles étaient gardiennes de l'ordre et de la culture. Leurs chapelles étaient souvent les plus belles pièces du château, baignées de lumière de chandelles et décorées de fresques. Chaque matin, avant les décisions de guerre ou de commerce, on s'y rassemblait pour chercher guidance et sagesse. Mais l'épée n'était jamais loin de la guidance. Les chevaliers prêtaient serment avant de partir au combat. Les dirigeants défendaient le royaume en sachant que sécurité et stabilité allèrent de pair. Et quand les murs furent y bâtis plus hauts, plus épais, plus solides, ce n'était pas seulement pour tenir les ennemis à distance, mais pour montrer que la structure du royaume était inébranlable. Avec les siècles, les châteaux devinrent moins des bastions de défense que des symboles de mémoire. Les rois piastres voulaient que leurs monuments durent, pour dire au monde « Nous étions ici, nous avons organisé, nous avons bâti cela de nos mains et de notre volonté. » La pierre était le langage de l'éternité, et chaque tour, chaque chapelle, chaque sculpture murmurait ce message à travers le temps. Aujourd'hui encore, si tu te tiens parmi les ruines de l'un de ces châteaux médiévaux, à Xersk, à Malbork ou près d'Ostrów-Ledniki, tu peux le sentir. Le vent froid passant entre les arches brisées, l'écho lointain des prières, le souvenir des chevaliers qui montèrent la garde sous le même ciel. Les pierres sont silencieuses, mais elles se souviennent. Et c'est bien cela, le secret de ces vieilles forteresses. Elles n'étaient jamais seulement faites de murs ou de batailles, elles incarnaient une idée, celle qu'avec la force et le soin, on pouvait bâtir quelque chose de durable dans un monde fragile. L'épée défendait le royaume, la croix le guidait. Ensemble, elles ont bâti non seulement des châteaux, mais une civilisation dont l'ombre et la lumière s'étendent encore aujourd'hui sur les plaines de Pologne. Bolesław le Brave, le premier roi de Pologne. Imagine vivre à une époque où les rois n'étaient pas seulement des dirigeants, mais aussi des guerriers, des hommes qui menaient leurs armées au combat et décidaient du destin des nations, une épée dans une main et une croix dans l'autre. C'est dans ce monde que naquit Bolesław le Brave. Il n'était pas un souverain comme les autres, il fut le premier roi couronné de Pologne, un homme dont l'ambition propulsa une jeune nation sur la carte de l'Europe. Avant que Bolesław ne prenne le pouvoir, la Pologne cherchait encore sa forme. Son père, Mieszko Ier, avait baptisé le pays, le reliant à l'Europe chrétienne et lui donnant une légitimité auprès de puissants voisins. Mais quand Mieszko mourut, une question se posa. Que faire ensuite? Bolesław avait la réponse, la force. Il voulait que la Pologne ne soit pas seulement connue, mais respectée, voire crainte. Il grandit entouré d'histoires de guerre et de foi. Dès sa jeunesse, il apprit qu'au Moyen-Âge, survivre signifiait frapper le premier, rester droit et ne jamais montrer de faiblesse. La dynastie des Piast était jeune, les frontières fragiles et les ennemis nombreux, les Germains à l'ouest, les Bohémiens au sud et des tribus agitées à l'est. Mais Bolesław avait quelque chose qu'il n'avait pas, une vision. Il voyait la Pologne non comme un assemblage de tribus, mais comme un royaume. Lorsqu'il devint dirigeant à la fin du Xe siècle, il agit vite. Il construisit des alliances par des mariages, par la diplomatie et parfois par la simple intimidation. Sa cour n'était pas qu'un lieu de politique, elle bouillonnait de vie, évêques, guerriers et émissaires étrangers s'y croisaient. Il comprit une chose essentielle. Dans l'Europe médiévale, le pouvoir reposait autant sur l'image que sur l'acier. Mais le geste le plus audacieux de Bolesław eut lieu en l'an 1000, quand l'empereur Otto III, souverain du Saint-Empire romain germanique, vint en Pologne. Ce n'était pas un simple voyage diplomatique, c'était un grand moment de reconnaissance. L'empereur lui-même s'agenouilla devant le tombeau de saint Adalbert à Gniezno, et Bolesław l'accueillit avec une assurance royale. Cette rencontre devint légendaire, deux dirigeants d'égale stature discutant de foi, de politique et de l'avenir de l'Europe. À partir de ce jour, la Pologne ne fut plus seulement une terre chrétienne,
elle devint une puissance à part entière. Otto offrit à Bolesław une réplique de la Sainte Lance, un symbole sacré de l'autorité impériale. Ce geste allait bien au-delà de l'amitié. Il signifiait que Bolesław était prêt à porter la couronne, et il le fit. Des années plus tard, en l'an 1025, il se couronna lui-même roi, le premier de l'histoire polonaise. Ce moment symbolisa bien plus que son ambition personnelle. Ce fut la naissance d'une Pologne royale, fière parmi les royaumes. Mais, comme pour toute couronne, le prix à payer fut élevé. Le règne de Bolesław fut fait de victoires et d'épreuves. Il étendit les frontières de la Pologne pour y inclure des parties de l'actuelle Slovaquie, des terres tchèques et même des régions proches de Kiev. Ses armées marchèrent loin, ses bannières flottaient haut. Pourtant, chaque campagne apportait autant de gloire que de tension. Gouverner, ce n'était pas seulement conquérir, c'était aussi maintenir l'unité, une tâche aussi difficile que n'importe quelle bataille. On disait de lui qu'il était à la fois généreux et impitoyable. À ses fidèles, il offrait terre et protection. À ses ennemis, aucune pitié. Les chroniques le décrivent comme grand, imposant et farouchement déterminé. Un roi régnant avec fierté et une foi inébranlable en son destin. Sous son règne, la Pologne commença à prendre la forme d'un véritable État. Des routes furent construites, des églises s'élevèrent, le commerce se développa. Il encouragea la croissance de l'Église car il savait que la foi donnait de la légitimité. Un roi couronné et chrétien était plus difficile à contester, autant par les nobles du pays que par les souverains étrangers. Mais la plus grande force de Bolesław, son ambition, engendra aussi des tensions. Certains nobles le trouvaient trop sévère. Certains voisins craignaient sa puissance grandissante. Et quand il mourut en l'an 1025, le royaume qu'il avait bâti trembla. Ses successeurs eurent du mal à empêcher son effondrement. Pourtant, son héritage demeura, l'image d'une Pologne forte et indépendante, guidée à la fois par l'épée et la foi. Bolesław le Brave n'était pas un roi parfait. Il était humain, fier, obstiné, parfois cruel. Mais il donna à la Pologne quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, une couronne, un nom résonnant à travers l'Europe et un rêve d'unité qui inspira des générations. Dans l'écho de son règne, on peut presque entendre le cliquetis du fer et le murmure des prières, le rythme d'une nation née du courage et de la conviction. Et même si les siècles ont passé, son histoire reste un rappel de ce qu'il fallut pour transformer une terre fragile en royaume. Car dans l'Europe médiévale, le courage n'était pas qu'une vertu, c'était une question de survie. Et Bolesław, fidèle à son nom, vécut et régna avec bravoure jusqu'à la fin. Chroniques et légendes, Gallus Anonymus et la création de l'histoire. Chaque nation a son compteur, celui qui décide comment le passé sera retenu. Pour la Pologne, ce compteur apparut au début du XIIe siècle, connu seulement sous un nom mystérieux, Gallus Anonymus. On ne sait pas où il était né, quel était son vrai nom, ni ce qui l'a conduit en Pologne. Mais on sait ceci, il écrivit la toute première grande chronique polonaise, et ce faisant, il façonna la manière dont des générations allaient voir leurs rois, leurs guerriers et eux-mêmes. Imagine le monde de Gallus. C'est le début du Moyen-Âge. Les châteaux s'élèvent dans la brume, l'Église détient une influence immense, et chaque souverain veut que son histoire soit écrite pour l'éternité. Les mots valèrent de l'or, ils bâtissèrent des réputations, justifièrent des guerres, et donnaient un sens au pouvoir. Gallus l'avait bien compris. Il arriva en Pologne sous le règne de Bolesław le Bouche Tordue, un roi qui avait besoin de plus que de soldats, il avait besoin de légitimité. Le royaume avait connu le chaos après la mort de Bolesław le Brave, lutte interne, division, menaces étrangères. Le nouveau souverain voulait reconstruire l'unité. Et quoi de mieux que la plume pour y parvenir? La chronique de Gallus, Gesta Principum Polonorum, les hauts faits des princes des Polonais, était bien plus qu'un simple récit d'événements. C'était de l'art narratif. Il ne se contentait pas d'énumérer des batailles ou des lois, il les transformait en légendes. Dans ces pages, les souverains piastes devenaient des héros nobles, guidés par le destin et la vertu. Il peignait la Pologne comme une terre de courage et d'ordre, un pays destiné à tenir sa place parmi les nations. Et pourtant, derrière ces phrases latines soignées et ces vers poétiques, on sentait une humanité profonde. Gallus ne se contentait pas de glorifier les rois, il comprenait le drame de leur monde. Trahison, ambition, loyauté et orgueil. Sa chronique se lit comme un chant médiéval, rythmée et pleine de sens. On imagine presque les échos des salles où il récitait ces mots devant nobles et prêtres. Ce qui fascine,
c'est combien l'identité polonaise commence là, dans ces pages. En décrivant les actes des Piast, Gallus ne faisait pas que raconter l'histoire, il la définissait. Il forgea une image de la Pologne faite de bravoure, de justice et de résilience. Il fit des Piast plus que des dirigeants, il en fit des symboles. L'un des récits les plus célèbres qu'il rapporta fut celui de Piast le Charpentier, le fondateur légendaire de la dynastie. Selon Gallus, Piast était un homme humble qui accueillit 2 étrangers mystérieux lors d'un festin. En retour, ils bénirent sa maison et annoncèrent que ses descendants régneraient sur la Pologne. Cette histoire donna des racines sacrées au pouvoir royal. Elle disait « Nos rois ne sont pas de simples hommes, ils sont choisis pour un dessein ». Cette légende, et bien d'autres encore, offrirent au peuple polonais un trésor inestimable, une origine commune. Gallus aida la nation à croire que son passé avait un sens, que son destin faisait partie d'un plan plus grand. Pourtant, tout dans sa chronique n'est pas fait historique. Il mélangea vérité et légende comme un artiste mélange les couleurs, avec soin et intention. Son but n'était pas de satisfaire les historiens, mais d'inspirer les cœurs. Et c'est sans doute ce qui le rend inoubliable. Il n'écrivait pas simplement ce qui s'était passé, il façonnait la mémoire. On oublie souvent à quel point la mémoire était fragile en ces temps-là. Pas d'imprimerie, pas de bibliothèque pour le peuple. Le savoir vivait dans les voix des moines, les manuscrits des scribes, les chansons des voyageurs. Les mots de Gallus survécurent parce qu'ils furent copiés, lus à haute voix et chéris. Sa plume fut aussi puissante qu'une épée. Et voici ce qui est presque poétique. L'homme qui donna à la Pologne sa première histoire écrite resta anonyme. On l'appelle Gallus, peut-être l'étranger, car il n'était pas polonais de naissance. Pourtant, il aima cette terre assez pour l'immortaliser. C'est sans doute ce qui rend son histoire si juste. Un chroniqueur venu d'ailleurs, offrant à un royaume lointain son premier miroir d'identité. Des siècles plus tard, les historiens débattent encore de son origine. Certains disent qu'il venait de France, d'autres d'Italie, peut-être même de Hongrie. Mais au fond, est-ce important? Ce qui compte, c'est ce qu'il a laissé. Un récit qui transforma des souvenirs dispersés en un passé national fier. Grâce à Gallus, les Piast devinrent des héros de courage et de vision. Grâce à sa plume, la Pologne devint non seulement un territoire, mais une légende. Et cette légende, celle de dirigeants guidés par le destin, d'un courage né de l'humilité, survécut bien longtemps après que l'encre se fut effacée. Alors, la prochaine fois que tu penseras à l'histoire, souviens-toi de Gallus Anonymus, le chroniqueur sans nom qui donna à la Pologne son premier souffle à travers les mots. Il apprit à la nation à voir son passé non comme poussière et ruine, mais comme quelque chose de vivant, plein d'esprit, de sens et de fierté. Car, au fond, l'histoire n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est celui qui la raconte, et la manière dont il nous l'a fait croire, l'épée contre le croissant, la Pologne et les croisades. Quand on entend le mot « croisade », on pense tout de suite au désert, aux reliques sacrées et aux chevaliers chevauchant sous le soleil brûlant vers Jérusalem. Mais la Pologne, royaume de forêts, de rivières et de vents du Nord, eut elle aussi son rôle à jouer dans ces grands conflits. C'est une histoire de courage, de stratégie et d'ambition, venue d'une terre éloignée de la Terre Sainte, mais animée par les mêmes idéaux qui poussèrent tant d'hommes à traverser les continents pour défendre ce qu'ils croyaient juste. Aux XIe et XIIe siècles, l'appel à la croisade résonna dans toute l'Europe comme une trompette. Le pape promettait le salut à quiconque prendrait les armes pour libérer la Terre Sainte. Rois, nobles, paysans, tous rêvèrent de rejoindre cette grande cause. En Pologne, la nouvelle arriva lentement, portée par des moines voyageurs et des chevaliers étrangers. Mais une fois parvenue au cours des Piast, elle éveilla un puissant élan. La Pologne était encore un jeune royaume chrétien. La foi que Mieszko avait embrassée et que Bolesław le Brave avait consolidée n'avait que quelques générations. Pour les souverains et les chevaliers polonais, rejoindre une croisade n'était pas seulement un acte de dévotion, c'était une déclaration. Nous appartenons à l'Europe. Nous combattons aux côtés des grandes puissances. La Pologne ne lança jamais sa propre croisade vers Jérusalem, mais des chevaliers polonais participèrent à plusieurs grandes expéditions. Les chroniques mentionnent des guerriers venus de ces terres rejoignant les armées du Saint-Empire romain germanique, marchant à travers les Balkans vers l'Est. Leurs noms se sont perdus, mais leur esprit portait la même flamme que celle de tous les croisés de l'époque. Les véritables croisades de la Pologne, toutefois, se déroulèrent de plus près de chez elle, dans les terres païennes du Nord. Au nord et à l'est vivaient les Prussiens, les Jotvingiens, les Lituaniens,
et d'autres tribus fidèles à leurs anciennes croyances. Ils pillaient les villages chrétiens, brûlaient les hameaux et capturaient les habitants. Pour la Pologne, ces guerres étaient à la fois religieuses et politiques, une occasion de protéger ses frontières et d'étendre son influence. Cette campagne du Nord fut connue sous le nom de Croisade du Nord. Les dirigeants polonais, notamment ceux de Mazovie et de Poméranie, s'y engagèrent avec ferveur. Ils y voyaient à la fois un devoir et une opportunité, répandre le christianisme tout en consolidant leurs frontières. Bolesław le Bouche-Tordue, par exemple, mena des campagnes dans les forêts du Nord pour convertir les tribus païennes. Ses successeurs poursuivirent son œuvre, construisant églises, monastères et forteresses pour stabiliser la région. Ces guerres du Nord étaient rudes, bien loin des croisades idéalisées de Jérusalem. Elles se menaient dans la boue et la neige, avec des embuscades en forêt et des villages incendiés. Les conversions étaient souvent forcées, et la paix fragile. Au début du XIIIe siècle, le duc Conrad de Mazovie invita des guerriers étrangers à l'aider contre les païens, les chevaliers teutoniques. Ces croisés allemands, aguerris dans des combats lointains, semblèrent des alliés parfaits, disciplinés, pieux et redoutables. Au départ, l'alliance fonctionna. Les chevaliers bâtirent des forteresses, combattirent vaillamment et étendirent la foi chrétienne. Mais leur ambition grandit. Ils ne voulaient plus seulement aider la Pologne, ils voulaient leur propre État. Peu à peu, ils s'approprièrent des territoires le long de la côte baltique. Ce qui avait commencé comme une croisade devint une conquête silencieuse. Les ducs polonais réalisèrent trop tard qu'ils avaient invité un rival dangereux à leur porte. Pendant des siècles, les croix noires des Teutoniques jetteraient une longue ombre sur la Pologne. Pourtant, l'esprit des croisades ne disparut pas. Les chevaliers polonais continuèrent à voir leurs batailles comme des luttes pour la foi et l'honneur, qu'ils affrontent des païens, des Mongols ou des envahisseurs venus de l'Ouest. Ce qui rendait l'esprit croisé de la Pologne unique, c'était ce sentiment d'appartenance. Ce n'était pas une quête de gloire ou de richesse. C'était une façon d'affirmer que cette terre du Nord, pleine de forêts et de rivières, faisait partie de l'Europe, debout aux côtés des plus grands royaumes du continent. Au final, les croisades apportèrent à la fois triomphe et tragédie. Elles diffusèrent sur la culture, consolidèrent l'État et forgèrent une unité, mais aussi la guerre et le sang. Pour la Pologne, elles marquèrent un tournant, celui où l'épée et la croix marchèrent vraiment ensemble. Et avec le temps, cette image, le chevalier au bouclier orné de l'aigle blanc, chevauchant sous la croix, devint plus qu'un symbole. Elle incarna l'esprit même d'une nation décidée à défendre ce qu'elle chérissait et à graver sa place dans l'histoire. Les invasions mongoles, le feu venu de l'Est. Tout commença par des rumeurs, des murmures portés par des marchands terrifiés et des moines errants. On racontait qu'une armée balayait les steppes, brûlant les villes et ne laissant derrière elle que des cendres. On disait que ces guerriers chevauchaient comme le vent, buvaient le sang de leurs ennemis et qu'aucun mur ne pouvait les arrêter. Au début du XIIIe siècle, ces murmures devinrent réalité. Les Mongols, les cavaliers de l'Est, étaient arrivés, et quand ils atteignirent de la Pologne, le feu les suivit. L'invasion mongole de l'Europe fut comme rien de ce que le monde avait jamais vu. Dirigés par Batu Khan, le petit-fils de Gengis Khan, leurs armées avançaient avec une vitesse et une discipline terrifiantes. Ils avaient déjà écrasé les principautés russes, réduit Kiev en cendres, et anéanti des armées bien plus grandes que la leur. Au printemps de l'an 1241, ils tournèrent leurs yeux vers l'ouest, vers la Pologne et la Hongrie. La Pologne, à cette époque, était divisée. L'ancien royaume uni des Piastes s'était morcelé en de petits duchés, chacun dirigé par un prince aux ambitions propres. Cracovie, Sandomierz, Wrocław, toutes des villes fières, mais vulnérables. Quand les Mongols arrivèrent, il n'y avait pas de roi unique pour unir la nation, et les envahisseurs le savaient. Ils frappèrent d'abord au sud. En janvier de cette année fatidique, les Mongols traversèrent la Vistule gelée et descendirent sur Sandomierz. Les défenseurs se battirent courageusement, mais la ville tomba. Les Mongols pillèrent tout ce qui avait de la valeur, brûlèrent les églises et massacrèrent ceux qui résistaient. Les survivants s'enfuirent vers le nord et l'ouest, emportant avec eux des récits d'horreur, des récits que personne ne voulait croire. Puis vint Cracovie, le joyau de la petite Pologne, fière et prospère. Mais même Cracovie ne put résister à la tempête. À l'approche des Mongols, le duc Boleslas le Chaste et son épouse, Sainte Kinga, fuirent la ville. Les Mongols entrèrent,
mirent le grand marché en flammes et ne laissèrent derrière eux que fumée et silence. En avril, les envahisseurs atteignirent les plaines près de Lenica. Là, enfin, les princes polonais réunirent les forces qu'ils purent. Le duc Henri le Pieux de Silésie mena la défense. Courageux, pieux et déterminé à stopper les Mongols avant qu'ils n'atteignent le cœur de l'Europe, il rassembla chevaliers et croisés venus de Pologne, de Moravie, et même des Templiers et des Hospitaliers. Les bannières de la chrétienté flottaient fièrement au vent. La bataille qui suivit resterait dans les mémoires pendant des siècles. La bataille de Legnica. Le 9 avril de l'an 1241, deux mondes s'affrontèrent, les chevaliers cuirassés d'Europe et les cavaliers rapides des steppes. La cavalerie polonaise chargea encore et encore, mais les Mongols combattirent avec ruse et tromperie. Ils feignirent la fuite, attirèrent les chevaliers dans une poursuite, puis les encerclèrent dans un piège mortel. Les flèches obscurcirent le ciel, les tambours résonnèrent, les Mongols libérèrent de la fumée pour semer la confusion, et bientôt le champ de bataille devint un chaos total. Quand tout fut terminé, le duc Henri gisait mort. Sa tête fut plus tard exposée au bout d'une lance, avertissement pour quiconque oserait défier le khan. La Pologne était brisée, les villages brûlés, les monastères détruits, des milliers de morts ou d'esclaves. Les envahisseurs semblaient invincibles, et pourtant, aussi soudainement qu'ils étaient venus, ils disparurent. Après Legnica, les Mongols continuèrent vers l'ouest sans s'y installer. Ils descendirent vers la Hongrie, la ravagèrent quelque temps, puis, à la nouvelle de la mort du grand khan Ögödei, se retirèrent en Asie pour choisir un nouveau chef. La Pologne fut épargnée d'une occupation permanente, mais ce ne serait pas la dernière fois que les Mongols reviendraient. En 1259, 1287 et encore en 1341, ils pillèrent de nouveau les terres polonaises, brûlant et saccageant tout. Chaque invasion apporta destruction, mais aussi des leçons dures. Les princes polonais apprirent à fortifier leurs châteaux, à forger des alliances et à mieux défendre leurs terres. Pourtant, les invasions mongoles laissèrent des cicatrices profondes, non seulement sur le sol, mais dans l'âme polonaise. Elles rappelaient qu'aucun royaume, aussi fort soit-il, n'était à l'abri des forces venues d'ailleurs. Pour la première fois, la Pologne faisait face à une puissance véritablement mondiale, un empire qui s'étendait de la Chine à l'Europe. Et malgré tout, la nation survécut. Des cendres, elle se releva. Les monastères furent restaurés, les champs replantés, et les villes rebâties, plus fortes et plus sages. Les Mongols étaient venus comme un feu venu de l'Est, farouche, aveuglant, irrésistible, mais ils ne purent éteindre l'esprit du peuple polonais. Dans les siècles qui suivirent, quand la Pologne dut affronter de nouveaux envahisseurs, les chevaliers teutoniques, les Suédois, les Russes et d'autres, le souvenir des Mongols resta une mise en garde. L'unité fait la force, la division mène à la ruine. Ainsi, dans les ruines laissées par les cavaliers de Gengis Khan, la Pologne comprit quelque chose d'essentiel, que survivre pouvait être une forme de victoire. Les feux de l'invasion avaient ravagé la terre, mais ils avaient aussi trempé le caractère de son peuple, forgeant une résilience qui résonnerait à travers les âges. L'essor de Cracovie, une cité des rois. Si vous aviez traversé la Pologne médiévale et que quelqu'un vous avait demandé où battait vraiment le cœur du royaume, la réponse aurait souvent été simple. Cracovie. Elle n'a pas toujours été la grande ville que nous imaginons aujourd'hui, avec son château du Wawel et ses places de marché animées. Au début du Moyen Âge, ce n'était qu'un modeste village sur les rives de la Vistule, avec des fortifications en bois, des comptoirs commerciaux et des habitants vivant simplement. Mais au fil du temps, Cracovie s'est transformée, devenant une cité de rois, de culture et d'ambition. L'histoire commence par la géographie. Cracovie est perchée sur une colline rocheuse dominant la rivière, naturellement facile à défendre, entourée de terres fertiles. Les premiers ducs ont vite reconnu son potentiel. Ce n'était pas qu'une forteresse, c'était un carrefour où se rencontraient marchands, pèlerins et messagers. À la fin du XIIIe siècle, alors que la Pologne traversait une période de fragmentation, Cracovie devenait silencieusement le joyau de la petite Pologne. Quand Władysław Łokietek entreprit de réunifier le royaume, Cracovie occupa une place centrale dans son plan. Ce n'était pas seulement une capitale symbolique, mais le siège du pouvoir, l'endroit où l'on proclamait les lois et où les princes affirmaient leur autorité. Son couronnement en 1320 prit tout son sens grâce à l'importance grandissante de la ville. Un roi régnant depuis Cracovie envoyait un message clair. La Pologne était de nouveau unie.
Casimir le Grand fit franchir à la ville une nouvelle étape. Il comprit qu'une capitale ne se résumait pas à un palais ou à une salle du trône. C'était aussi une question d'infrastructure, de commerce et de protection. Il reconstruisit les fortifications, répara les routes et renforça les défenses du fleuve. Il fonda de nouvelles localités autour de la cité et ses réformes encouragèrent les marchands, venus de toute l'Europe à s'y installer. Les rues de Cracovie s'animèrent du bruit des roues, des discussions des commerçants et des langues étrangères qui s'y croisaient. Au milieu du XIVe siècle, Cracovie n'était plus seulement un centre politique, mais aussi un centre culturel. Les églises et les monastères se multiplièrent et gagnèrent en influence. Les cathédrales gothiques dressaient leurs flèches vers le ciel, visibles à des kilomètres, symboles de foi et de puissance. Les marchés prospéraient, vendant de tout, des fourrures et du sel aux tissus et aux métaux précieux. Étudiants et érudits affluaient, menant à la création de l'université de Cracovie. Le savoir et le commerce se nourrissaient mutuellement, donnant à la ville une énergie unique parmi les cités polonaises. Cracovie était aussi un lieu de diplomatie. Des envoyés venus de Bohême, de Hongrie ou de l'ordre teutonique y négociaient traités, alliances et mariages. Les décisions prises ici pouvaient changer le destin du royaume tout entier. La ville était devenue un centre non seulement du commerce et du savoir, mais aussi de l'influence, un endroit où l'on pouvait sentir battre le pouls de la Pologne dans chaque rue et chaque pierre. La vie à Cracovie n'était pourtant pas facile pour tous. Les nobles bénéficiaient de privilèges. Le clergé exerçait son pouvoir et les marchands s'enrichissaient. Mais les artisans, les ouvriers et les paysans travaillaient dur pour faire vivre la ville. Les rues étaient encombrées, parfois sales, et souvent menacées par le feu. Les rivalités politiques éclatèrent parfois en violence, et même les rois n'échappaient pas aux intrigues. Pourtant, malgré tout, Cracovie tenait bon et s'agrandissait, portée par l'énergie de son peuple et l'ambition de ses dirigeants. Sa position stratégique en faisait aussi une cible. Les menaces venues du nord, comme les chevaliers teutoniques, ou de l'est, comme les raids mongols, forçaient Cracovie à rester constamment sur ses gardes. Les châteaux, les murs et les portes fortifiées la protégeaient, tandis que la rivière offrait à la fois commerce et défense naturelle. Sécurité et prospérité allaient de pair, dessinant peu à peu la forme et la croissance de la ville. À la fin du XIVe siècle, Cracovie avait véritablement mérité son titre de cité des rois. Capitale politique, centre commercial, foyer du savoir et phare de la culture polonaise, elle incarnait la stabilité et l'ambition d'un royaume longtemps divisé. Les décisions prises entre ses murs résonnaient bien au-delà de ses portes, influençant tout le pays. Pour une nation ayant connu tant de menaces et de ruptures, Cracovie représentait l'unité, la force et l'identité. Si vous aviez arpenté ces rues à cette époque, vous auriez vu plus que des marchands et des nobles. Vous auriez vu l'histoire vivante de la Pologne s'écrire devant vous. Une ville grandissant aux côtés d'un royaume, passant de simples débuts à un symbole de puissance et de rêve royal. L'ascension de Cracovie n'était pas un hasard. Elle reposait sur une vision stratégique, une planification soignée et la détermination de dirigeants conscients de la valeur d'une ville forte et centrale. Mais elle fut aussi nourrie par son peuple, commerçants, artisans, religieux et érudits, qui lui insufflèrent vie et caractère. En devenant le cœur de la Pologne, Cracovie prouva que les cités, tout comme les royaumes, ne se bâtissent pas seulement avec des murs et des pierres, mais avec l'ambition, la culture et la résilience. C'était une ville destinée à voir naître des couronnements, des traités, des batailles et des célébrations, le véritable symbole d'un royaume retrouvant sa grandeur. Les femmes de la cour, reines, abbesses, et le pouvoir derrière le trône. Quand on pense à la Pologne médiévale, on imagine souvent des rois à cheval, des chevaliers chargeant dans la bataille et des châteaux dressés comme des géants de pierre. Mais derrière chaque couronne, derrière les murs de chaque château et de chaque cour, se trouvèrent des femmes dont l'influence façonnait le royaume, parfois discrètement, mais toujours profondément. Reines, princesses et abbesses. Elles ne menaient peut-être pas d'armée, mais leur pouvoir se faisait sentir dans la politique, la religion et la vie quotidienne. Prenons les reines, par exemple. Leur rôle allait bien au-delà du cérémonial. Elles géraient la maison royale, surveillaient l'éducation des enfants et représentaient la couronne dans la diplomatie. Mais certaines allaient plus loin encore, devenant de véritables actrices politiques. Elles négocièrent des mariages, concluaient des alliances et servaient parfois de régentes quand le roi était absent ou trop jeune pour régner. Jadwiga de Pologne, un peu plus tard,
devint le symbole de l'intelligence et de la piété, prouvant qu'une reine pouvait exercer son influence non seulement par son mari, mais par sa propre vision. Les princesses détenaient, elles aussi, un pouvoir plus subtil. Les mariages servaient d'outils politiques, reliant la Pologne à des royaumes voisins comme la Hongrie, la Bohême ou la Lituanie. Une princesse pouvait être le pont entre des nations, portant des messages, apaisant les tensions ou consolidant des alliances. Grâce à ses réseaux familiaux et amicaux, elle participait parfois à des décisions qui touchaient au destin de régions entières. Dans les châteaux, les femmes nobles influençaient aussi la gestion quotidienne. Elles administrèrent les domaines, supervisaient les serviteurs et veillaient au bon fonctionnement de la maison. D'une certaine manière, elles faisaient tourner le royaume lorsque les hommes partaient à la guerre. Leurs choix en matière de commerce, de récolte ou de finances avaient souvent des répercussions jusque dans les villages alentours. Mais le pouvoir ne se limitait pas au monde séculier. Les abbesses et les religieuses exerçaient une autorité remarquable au sein de l'Église. Les monastères et les couvents étaient des centres de savoir, de soins et de spiritualité. Une abbesse pouvait administrer d'immenses terres, gérer des ressources et influencer la politique locale. Dans une société où peu savaient se lire, les couvents devenaient des foyers d'éducation et de connaissance, surtout pour les femmes. Une jeune fille y apprenant à lire pouvait plus tard diriger un domaine ou négocier des alliances avec une sagesse rare pour son époque. L'Église offrait aussi aux femmes une forme d'indépendance difficile à trouver ailleurs. Certaines abbesses issues de la noblesse choisissaient le couvent pour y exercer une autorité, sans dépendre d'un mari. Elles dirigeaient des écoles, supervisaient l'agriculture et arbitrèrent parfois des conflits, tout cela au nom de la foi. La vie à la cour, cependant, n'était pas sans danger. Les rivalités entre familles nobles pouvaient entraîner les femmes dans des intrigues politiques, et leur influence dépendait souvent de leur habileté à manœuvrer entre alliances fragiles. Une erreur pouvait signifier l'exil, la disgrâce, ou pire encore. Beaucoup de reines et de princesses apprirent à maîtriser l'art de la diplomatie, du charme et de la stratégie, aussi bien qu'un chevalier maîtrisait son épée. Les alliances matrimoniales les emmenaient souvent dans des terres étrangères, où elles devaient s'adapter rapidement, apprendre de nouvelles langues, coutumes et règles politiques. Leur réussite ou leur échec pouvait renforcer ou fragiliser les liens entre royaumes. C'était une position précaire, mais que beaucoup embrassèrent avec courage et intelligence. Ces femmes contribuèrent aussi à façonner la culture. Elles faisaient bâtir des églises, soutenaient les artistes et encourageaient l'éducation. Elles organisaient des rencontres où se mêlaient savants, diplomates et créateurs, influençant ainsi la vie culturelle du royaume autant que la politique. Leur mécénat décidait souvent quelles idées, quels arts ou pratiques religieuses allaient s'épanouir. Et même si les chroniques médiévales se concentraient sur les rois et les batailles, les femmes laissèrent leur empreinte d'une autre manière, par leur diplomatie, leur charité, leur foi et leur intelligence. Elles étaient les fils invisibles qui maintenaient la cohésion du royaume, assurant sa continuité dans la paix, comme dans la tourmente. De l'autorité tranquille d'une noble administrant ses terres à la sagesse politique d'une reine bâtissant des alliances, en passant par le leadership spirituel des abbesses, les femmes furent indispensables à la cour polonaise. Leur pouvoir ne résonnait pas dans les champs de guerre, mais il était bien réel. Au fond, l'histoire de la Pologne médiévale serait incomplète sans elles. Elles ont formé les rois, inspiré les politiques et assuré la prospérité du royaume. Dans un monde dominé par les épées et les bannières, leur intelligence, leur courage et leur subtilité représentaient une autre forme de force, une force qui a laissé une empreinte durable à travers les siècles. L'aube d'une nouvelle dynastie, l'Union Jagellonne. La Pologne médiévale avait connu la fragmentation, les invasions et la lente reconstruction des royaumes. Mais parfois, l'histoire bascule à cause d'un seul mariage, d'une seule alliance ou d'une seule vision. Ce moment est arrivé à la fin du XIVe siècle, quand deux nations se sont unies, non pas par la conquête, mais par une union dynastique qui allait changer le destin de l'Europe centrale et orientale, l'Union Jagellonne. Tout commença avec la Lituanie. Pendant des siècles, le Grand-Duché de Lituanie avait été l'un des plus vastes territoires d'Europe, s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire, une terre de forêts denses, de traditions païennes et de dirigeants ambitieux. Pourtant, il faisait face à une menace constante, celle des chevaliers teutoniques, qui cherchaient à christianiser et à conquérir ces terres. La Lituanie avait besoin d'alliés, et la Pologne, elle, avait besoin de sécurité à ses frontières du nord-est.
La solution, comme souvent à l'époque médiévale, vint d'un mariage. En l'an 1386, la jeune reine polonaise Jadwiga, héritière du trône, épousa le grand-duc Jogaila de Lituanie. Il fut baptisé sous le nom de Władysław II Jagiełło, adoptant à la fois un nouveau nom et une nouvelle foi. Soudain, deux royaumes devinrent étroitement liés. Ce mariage allait bien au-delà du lien personnel. C'était un coup de génie politique. Il créa le plus grand royaume de la région, uni sous une même couronne, et servit de rempart contre des menaces extérieures comme l'ordre teutonique. L'union était ambitieuse, mais complexe. La Pologne était catholique, la Lituanie encore largement païenne, et leur système politique très différent. Intégrer les deux royaumes demanda de la négociation, de la patience et du respect mutuel. Jogaila adopta les coutumes et la religion polonaise, apprit la langue et gagna la confiance de la noblesse. En retour, la Lituanie obtint protection, reconnaissance et un chemin vers une christianisation complète. Ensemble, ils forgèrent un État plus fort que ce qu'ils auraient pu bâtir séparément. Cette alliance changea aussi l'équilibre des forces en Europe. Les chevaliers teutoniques, qui voyaient la Lituanie comme une cible, se retrouvèrent face à un front uni. Les forces polono-lituaniennes pouvaient désormais lever de plus grandes armées, mobiliser davantage de ressources et résister à la pression de l'Ouest. Cette union mena finalement à des victoires comme celle de la bataille de Grunwald, en l'an 1410, où les armées alliées écrasèrent l'ordre teutonique, consolidant ainsi la nouvelle structure du pouvoir. Mais l'union jagellonne ne se limitait pas à la guerre ou à la politique. Elle fut aussi une union culturelle et administrative. Cracovie devint le cœur du royaume, tandis que Vilnius émergea comme un centre de culture et de savoir pour les terres lituaniennes. Les nobles voyageaient entre les cours, les savants échangeaient leurs idées, et le commerce prospérait à travers les territoires. Les lois, les coutumes et la gouvernance s'adaptèrent lentement pour unir deux peuples très différents, créant l'une des dynasties les plus durables d'Europe centrale. Sous les Jagiellons, la Pologne entra dans une période de stabilité et de prospérité relative. La dynastie dura plus de 2 siècles, donnant naissance à des rois qui gouvernèrent un royaume multi-ethnique, multilingue et multireligieux. Ils consolidèrent le pouvoir royal, encouragèrent la croissance urbaine et bâtirent des alliances, ce qui est en dire l'influence polonaise bien au-delà de ses frontières. Bien sûr, une union entre deux nations n'était pas exempte de tensions. Les nobles des deux côtés avaient leurs propres ambitions. Les frontières restaient disputées, et harmoniser les lois et les coutumes était un défi constant. Mais la vision d'une couronne unie resta forte, et les victoires communes, notamment contre des ennemis extérieurs comme les chevaliers teutoniques et plus tard les Ottomans, renforcèrent la cohésion du royaume. L'union jagellonne marqua un tournant dans l'histoire de la Pologne. Elle transforma le royaume, autrefois morcelé, en une puissance centrale en Europe. Pendant des siècles, cette union allait influencer la politique, la culture et l'identité, prouvant que la diplomatie, le mariage et la vision pouvaient y forger un royaume plus solide que n'importe quelle épée. Avec le recul, il est clair que cette union n'était pas qu'un simple arrangement dynastique. C'était un modèle de survie et de développement, montrant que la vraie force ne réside pas toujours dans la conquête, mais dans la coopération. Ensemble, la Pologne et la Lituanie purent résister aux menaces, étendre leur influence et bâtir un héritage qui perdura bien après la fin du Moyen Âge. Ainsi, l'aube de la dynastie jagellonne ne fut pas seulement la naissance d'une nouvelle famille sur le trône, ce fut la naissance d'une puissance régionale, un symbole d'unité et la preuve que parfois, les victoires les plus durables ne se gagnent pas sur le champ de bataille, mais dans la clairvoyance des rois, des reines et des mariages qui façonnèrent l'histoire, l'essor de la dynastie Piast. Toute légende a un commencement, et celle de la royauté polonaise débute avec un homme humble, qu'on dit avoir été forgeron. Son nom était Piast. Ni guerrier ni noble, juste un homme qui offrit du pain et de l'hydromel à des invités inattendus lors de la fête de son fils. Ce simple geste de générosité devint la graine d'une légende, celle d'une dynastie qui allait régner sur la Pologne pendant des siècles. On raconte que 2 voyageurs mystérieux frappèrent à la porte de Piast durant la célébration. Bien qu'il ait peu à offrir, Piast les accueillit chaleureusement. Les étrangers, qui s'avérèrent être des anges ou des hommes saints, selon les versions, bénirent sa maison. Le festin fut miraculeux. Nourriture et boissons ne s'épuisèrent jamais. Peu après, la fortune de Piast changea, et son fils, Siemowit,
devint le chef des Polanes. Que cette histoire soit mythe ou mémoire importe peu. Elle révèle surtout que les Polonais voulaient que leurs origines soient sacrées, fondées sur la vertu, la générosité et la faveur divine. Les Piastes n'étaient pas des conquérants venus d'ailleurs, ils étaient héros de cette terre. Leur nom, leur légende, leur pouvoir, tout était enraciné dans le sol polonais. Siemowit, le premier Piaste historique, commença à unir les tribus dispersées au cœur de la future Pologne. Les Polanes, les Vistulans, les Masoviens, de petites communautés avec leurs chefs et leurs coutumes, se rassemblèrent peu à peu sous une même bannière. Son fils Lestek et son petit-fils Siemomys poursuivirent cette œuvre, bâtissant des alliances, fortifiant des villages, préparant le terrain pour celui qui transformerait cette union tribale en véritable État, Mieszko Ier. Avant le grand pas vers le christianisme, les Piastes avaient dû prouver qu'ils savaient gouverner par la ruse, autant que par la force. C'était une époque rude, sans frontières claires, sans loi écrite, dominée par le pouvoir et la peur. Chaque tribu voisine pouvait devenir ennemie. La terre était sauvage, couverte de forêts et de rivières qui protégeaient autant qu'elles séparaient. Les chefs devaient être non seulement forts, mais aussi habiles. On peut presque visualiser la scène, des fortins en bois surgissant de la brume, des guerriers rassemblés autour des feux, des messagers galopant sur des routes boueuses pour annoncer des raids ou des traités. Les Piastes survécurent parce qu'ils savaient alterner entre guerre et diplomatie. Ils combattaient quand il le fallait, mais savaient aussi marier, négocier, unir. Chaque union, chaque victoire, chaque pacte posait une pierre de plus sur les fondations du futur royaume. Les chroniqueurs soulignèrent plus tard que les Piastes n'avaient pas hérité du pouvoir, ils l'avaient conquis pas à pas. Leur ascension fut lente, réfléchie, patiente. Au Xe siècle, leur siège à Gniezno devint le cœur battant de la jeune Pologne. Entourés de villes fortifiées appelées Grodd, les Piastes dirigeaient à travers un réseau de guerriers, de prêtres et d'administrateurs fidèles. Ce qui les distingua surtout, c'était leur vision. Ils ne se voyaient pas comme de simples chefs locaux, mais comme les bâtisseurs d'un royaume. Siemowit avait été un chef tribal, mais ses descendants pensaient déjà comme des rois avant même d'être couronnés. La décision de Mieszko d'adopter le christianisme fut le tournant. Ce baptême ne fit pas de lui seulement un chrétien, mais un souverain légitime aux yeux de l'Europe. En une nuit, les Piastes passèrent du statut de païens puissants à celui de princes reconnus. Et pourtant, même après cette conversion, ils ne renièrent jamais entièrement leurs racines. Ils mêlèrent l'ancien et le nouveau. Les traditions païennes se combinèrent à l'ordre chrétien, créant une identité unique. Le peuple se reconnaissait encore en ses dirigeants. La dynastie n'était pas étrangère, elle était de son sang. À la mort de Mieszko, son fils Bolesław le Vaillant transforma le duché en royaume, reçut la couronne et inscrivit la Pologne dans l'ordre médiéval. Mais ce triomphe reposait sur des générations de travail, sur les efforts patients de leurs ancêtres convaincus que l'unité valait mieux que la division. Les Piastes ne bâtirent pas seulement des châteaux et des armées, ils bâtirent une identité. Ils donnèrent aux tribus éparses une histoire commune. Le mot Pologne, issu de Polanie, gens des plaines, devint bien plus qu'un lieu, il devint un sentiment d'appartenance. On peut imaginer la fierté des débuts, une terre autrefois ignorée de l'Europe devenant soudain un acteur respecté. Les marchands y passaient, les missionnaires y prêchaient, les chroniqueurs y écrivaient. Bien sûr, la dynastie connut aussi des crises, trahison, rivalité, division. Mais à travers tout cela, le nom Piaste demeura, symbole d'origine et de continuité. Même quand la Pologne se fragmenta, chaque prince revendiquait sa descendance de Piaste le forgeron. Et peut-être est-ce là leur vraie force, cette humilité d'origine. Piaste le roudier, l'homme qui partagea son pain avec des étrangers, devint la racine morale d'un arbre royal. Son histoire rappelait que la puissance ne vient pas toujours de la conquête. Parfois, elle naît de la bonté, de la capacité à unir plutôt qu'à détruire. Aujourd'hui encore, quand on prononce Piaste, on entend plus qu'un nom, une promesse. Celle qu'une grande destinée peut jaillir d'un geste simple, d'un feu de forge et d'un homme offrant son hospitalité à deux inconnus, l'épée et la croix, christianisation et identité. Quand Mieszko fit ce pas dans la rivière, ce baptême qui marqua le début de la Pologne chrétienne, il ne se doutait sans doute pas à quel point tout allait changer. Pas seulement son royaume, mais aussi les habitudes, les coutumes et la vie quotidienne de son peuple. Ce n'était pas seulement une affaire de foi, c'était une réécriture complète de l'identité. Et dans cette transformation,
L'épée et la croix avançaient côte à côte. À première vue, les deux semblent incompatibles. L'épée défend, la croix guide. L'une protège le corps, l'autre organise la société. Mais au Moyen Âge, ces deux symboles partageaient souvent la même main. Gouverner, c'était combattre, pas seulement contre des ennemis, mais contre le chaos lui-même. Le baptême de Mieszko fut peut-être paisible, mais ce qui suivit ne le fut pas. Imagine que tu sois l'un de ces guerriers, un homme ayant grandi dans les anciennes traditions, suivant les coutumes locales et les cycles des saisons. Et soudain, on te demande de t'agenouiller devant une croix de bois, de prêter allégeance non seulement à ton duc, mais à un nouveau système de lois et d'ordre relié à un monde européen plus vaste. Cela devait sembler étrange, voire menaçant. L'identité, ce n'est pas qu'une croyance, c'est une manière de vivre. Les premiers prêtres arrivés en Pologne avaient une tâche immense. Ils venaient avec des livres, des reliques et une organisation, mais entrèrent dans un monde encore plein d'anciennes coutumes, des bois sacrés, des rites domestiques et des fêtes saisonnières. Ils construisirent soit les premières églises en bois, parfois directement sur d'anciens lieux rituels, non pas pour effacer les traditions, mais pour les guider vers une nouvelle structure. Et ce mélange, cet équilibre délicat entre l'ancien et le nouveau, devint l'un des traits essentiels de la société polonaise. Les gens adoptaient les nouvelles pratiques religieuses, mais continuaient d'honorer les traditions et coutumes locales. Parfois, les anciens rites changeaient simplement de nom. Les fêtes païennes devenaient des célébrations officielles. La transition ne fut pas instantanée. C'était une lente négociation vivante entre le passé et le présent. Mieszko et ses successeurs comprirent que le nouveau système ne pouvait exister sans protection. Ils portaient les deux, l'épée pour défendre, la croix pour organiser. Les ducs et rois de la dynastie Piast ne régnaient pas seulement par la force, ils régnaient par la légitimité et la structure. Sous la guidance de la foi devint la pierre angulaire de leur règne. L'Église devint la colle qui unissait le jeune État polonais. Par le baptême, les dirigeants relièrent leurs terres au grand monde européen, Rome, l'Empire, les cours de l'Occident. Mais grâce aux prêtres et aux évêques, ils gagnaient quelque chose d'encore plus précieux, l'ordre. Pour la première fois, il existait des lois écrites, une administration et une hiérarchie qui s'étendaient de la plus petite chapelle de village jusqu'à la cour royale. L'Église apporta aussi l'éducation. Savoir écrire, enregistrer, se souvenir, tout cela vint avec l'organisation et la culture écrite. Les premiers chroniqueurs de la Pologne, comme Gallus Anonymus, étaient des clercs. Sans eux, nous ne connaîtrions peut-être même pas le nom de Mieszko. La structure donna forme à la mémoire, elle transforma les récits en histoire. Mais cette transformation ne fut pas paisible. Il y eut des rébellions, des éclats de résistance venant de ceux qui ne voulaient pas abandonner les anciennes pratiques. Dans certains villages, les prêtres furent chassés. Ailleurs, les anciens rituels se poursuivirent discrètement pendant des décennies. L'épée n'était jamais loin de la croix. Les successeurs de Mieszko, surtout Bolesław le Brave, durent souvent imposer le nouvel ordre par la force. Mais peut-être est-ce justement cela qui rendit le système si solide. Non pas la peur, mais la prise de conscience qu'il apportait une connexion. Il donnait aux gens le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que leur propre tribu. Quand les cloches des premières cathédrales sonnèrent, elles n'appelaient pas seulement à se rassembler. Elles rappelèrent à tous qu'ils faisaient partie d'un royaume, d'une Europe, d'une culture et d'une identité commune. Au XIe siècle, la Pologne était devenue un royaume pleinement organisé, du moins officiellement. Les évêques de Gniezno, Poznań et Cracovie travaillaient main dans la main avec les rois. L'Église ne se contentait pas de bénir la couronne, elle guidait les dirigeants. Religion et politique étaient désormais liées. Chaque conflit avait un cadre officiel, chaque alliance une reconnaissance formelle. Et pourtant, sous cette nouvelle surface, les traces de l'ancien monde brillaient encore. On pouvait toujours entendre de vieilles chansons lors des mariages, voir des figures sculptées dans les granges ou les champs. La christianisation de la Pologne n'était pas une suppression du passé, c'était une transformation. Comme le fer dans la forge, les anciennes pratiques furent remodelées en quelque chose de nouveau. C'est pourquoi la culture polonaise a toujours porté une certaine profondeur, non pas une doctrine froide, mais une chaleur, une dévotion, une poésie. Elle n'est pas née dans des palais de marbre, mais dans les forêts, sur les rives, parmi des gens qui connaissaient la dureté et la survie. Leur nouvel ordre devait être réel, vivant, protecteur. Et quand on pense aux symboles de cette époque, l'épée et la croix,
on comprend à quel point il est juste. L'épée pour la défense, la force, le droit d'exister. La croix pour l'organisation, la guidance, pour le cœur d'un peuple qui commençait à se découvrir. Alors, quand tu te tiens aujourd'hui devant l'une de ces anciennes églises de pierre en grande ou petite Pologne, pense à ce moment, il y a plus de 1000 ans, quand guerriers et villageois, chefs et gens simples ont vu leur tradition se transformer en un nouvel ordre. Ils ne changeaient pas seulement leurs coutumes, ils écrivaient les premiers chapitres de ce qu'ils allaient devenir. L'épée protégeait le corps de la nation, la croix en façonnait la structure. Ensemble, elles ont forgé quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Une Pologne à la fois forte et organisée, fière de ses racines, sans jamais oublier le moment où l'histoire a pris un nouveau cours. La fragmentation, la Pologne divisée entre les princes. C'est étrange de penser qu'un royaume autrefois uni par la force et la foi ait pu se déchirer, non pas sous les coups d'envahisseurs, mais de l'intérieur. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à la Pologne médiévale. Le fier royaume que Bolesław le Vaillant avait bâti et que Gallus Anonymus avait immortalisé, s'est lentement fissuré, morceau par morceau, chacun gouverné par des princes issus du même sang, mais porteurs de visions différentes. L'histoire commence après la mort de Bolesław le Bouche Tordue, en l'an 1138. C'était un souverain capable, qui avait tenté de maintenir vivant le rêve de son père. Mais comme beaucoup de rois de son époque, il fut confronté à un problème qui hantait toutes les dynasties, la succession. Qui régnerait après lui? Un seul fils? Tous ses fils? Ou le royaume serait-il divisé comme un héritage partagé? Bolesław pensa avoir trouvé une solution intelligente. Il mit en place ce qu'on appelle le système du seignorat. L'idée, sur le papier, semblait simple. La Pologne resterait un seul royaume, mais divisé en plusieurs provinces, chacune gouvernée par l'un de ses fils. L'aîné, le duc senior, conserverait la capitale, Cracovie, et aurait autorité sur les autres. Cela paraissait équilibré, presque sage. Mais en réalité, c'était une catastrophe annoncée, parce qu'en vérité, l'ambition ne supporte pas les compromis. Chaque prince voulait plus que sa part. Il voulait la couronne. Les cadets refusaient de se soumettre à l'aîné, et bientôt, la Pologne cessa d'être un royaume uni pour devenir une mosaïque de duchés rivaux. Des guerres éclatèrent entre frères. Les alliances se changeaient plus vite que les saisons. Des villes furent incendiées, des châteaux assiégés, et des nobles jadis fidèles changèrent de camp dès que leurs intérêts l'exigeaient. L'unité qui avait fait la force de la Pologne sous les premiers piastres s'effaçait peu à peu, remplacée par la jalousie et l'orgueil. Et il n'y avait pas que les princes qui se battaient, l'Église, les nobles, et même des souverains étrangers prenaient en partie. Les Allemands, les Bohémiens et les Hongrois virent dans ce chaos une occasion à saisir. Pourquoi conquérir un royaume de l'extérieur, quand il se détruisait déjà de l'intérieur? Cette période, connue sous le nom de fragmentation de la Pologne, dura près de 2 siècles. Imaginez, 200 ans pendant lesquels la Pologne existait, mais sans unité. Il y avait bien une identité polonaise, oui, mais aucun souverain assez fort pour la représenter. Le pays était divisé en duchés, la Silésie, la Mazovie, la Grande Pologne, la Petite Pologne, et d'autres, chacun avec sa capitale, sa cour et ses ambitions. La carte ressemblait à un miroir brisé, chaque éclat reflétant une part de ce qu'avait été la Pologne. Pourtant, même dans ce chaos, la vie suivait son cours. Les villes grandissaient, le commerce prospérait le long de la Vistule, l'Église continuait de bâtir cathédrales et monastères, et tandis que les princes s'affrontaient, les paysans cultivaient la terre, priaient et fondaient des familles. L'histoire, après tout, ne s'arrête pas à cause des guerres, elle s'adapte. Mais malgré tout, le rêve d'unité persistait. Les chroniqueurs et les prêtres évoquèrent avec nostalgie les jours des grands rois, Mieszko, Bolesław le Vaillant, quand la bannière polonaise flottait sans déchirure. Les chansons les rappelaient comme des héros qui avaient régné sur un seul peuple sous une seule croix. Ce souvenir devint une forme de rébellion silencieuse, l'espoir qu'un jour la nation se rassemblerait à nouveau. Ironiquement, cette fragmentation apporta aussi quelque chose d'inattendu, la diversité. Chaque duché développa sa propre identité. La Silésie devint riche et urbaine, liée aux États allemands. La Mazovie resta farouche et indépendante. La petite Pologne, avec Cracovie en son cœur, devint le centre spirituel et intellectuel. Ces régions allèrent plus tard façonner la richesse culturelle de la Pologne, même si, à l'époque, elles semblèrent appartenir à des mondes rivaux. Mais le prix de la division fut lourd. Les puissances étrangères profitèrent de la faiblesse du royaume.
l'expansion allemande vers l'est, le Drang nach Osten, fit affluer des colons en Silésie et en Poméranie. Les chevaliers teutoniques apparurent à l'horizon du nord, couverts de croix mais armés d'épées. On les invita d'abord comme alliés pour défendre les frontières. Mais l'histoire montra vite que certains invités ne repartent jamais. À l'intérieur, les querelles dynastiques ne cessèrent jamais. Des princes mouraient jeunes, des fils héritaient trop tôt, des régents se disputaient le pouvoir, et tout ce temps, l'idée d'un royaume unique s'éteignait peu à peu. Au XIIIe siècle, la Pologne était une terre de nombreux souverains, mais sans roi. Pourtant, l'histoire a cette habitude d'équilibrer le chaos par le renouveau. Des cendres de la division naquirent de nouvelles idées sur le droit, le gouvernement et l'identité. L'Église devint une voie d'unité, rappelant aux gens que, malgré les frontières et les disputes, ils étaient tous enfants d'une même foi, d'une même terre. Moines et chroniqueurs gardèrent ce souvenir vivant, écrivant l'histoire d'une origine commune. Et quelque part, dans le cœur du peuple, le rêve d'une Pologne unie ne mourut jamais. Il faudrait des générations, du sang et de la détermination pour y parvenir, mais cela arriverait. Car au fond, même divisée, l'âme polonaise refusait d'admettre que l'histoire était terminée. La fragmentation ne fut pas la fin de la Pologne, juste une longue pause dans sa chanson. Une pause douloureuse, oui, pleine d'avidité et de pertes, mais aussi riche en leçons. Des leçons sur l'unité, sur le pouvoir, et sur ce qui se passe quand des frères oublient qu'ils partagent la même maison. Alors, quand les historiens parlent de la Pologne médiévale se désintégrant, ils ne décrivent-ils pas seulement de la politique, ils décrivent un chagrin, un royaume jadis fier, déchiré en morceaux par ses propres mains. Et pourtant, dans chaque fragment, brûlait la même flamme, patiente, ardente, prête à renaître entière, l'âge des châtelains. Si vous aviez vécu dans la Pologne médiévale au temps de la fragmentation, vous n'auriez pas écrit au roi, vous seriez allé voir le châtelain. Le roi n'était plus qu'un souvenir lointain, un nom évoqué dans les prières et les vieilles chansons. Mais le châtelain, lui, était bien réel. Il gouvernait votre monde depuis la forteresse la plus proche, veillait sur la ville, maintenait la paix et décidait de la justice. C'était l'âge des châtelains, une époque où le pouvoir local faisait loi et où les châteaux étaient le cœur battant de la vie quotidienne. Tout commença quand l'unité de la Pologne s'effondra. Sans roi assez fort pour diriger le pays, chaque duché, chaque province devint un petit monde à part. Le châtelain, ou castellan en polonais, était celui qui tenait ce monde ensemble. Nommé par les princes ou les ducs locaux, son rôle était de défendre le château et ses terres, mais avec le temps, son pouvoir alla bien au-delà. Pensez à lui comme à la fois soldat, juge et maire. Il commandait la garnison, protégeait les routes commerciales et faisait respecter la loi. Quand un conflit éclatait entre paysans ou nobles, c'était sa parole qui décidait de la culpabilité ou de l'innocence. Il était la voix de l'autorité, et souvent, celle de la crainte. Le château, lui, était plus qu'un amas de pierres et de tours. C'était le centre de la vie. Autour de lui se formèrent les marchés, les ateliers d'artisans, et les fermiers y apportaient leurs récoltes pour les échanger ou les mettre à l'abri. Derrière ces murs épais se prenaient des décisions qui pouvaient changer le destin d'une région entière. Du matin au soir, la cour du châtelain bourdonnait d'activité, des soldats affûtant leurs épées, des messagers apportant des lettres scellées, des paysans attendant un jugement, des marchands payant leurs taxes en pièces ou en sacs de grains. Et même si chaque châtelain servait un duc, beaucoup agissaient comme de véritables seigneurs. Plus le château était éloigné de la capitale du duché, plus son détenteur devenait indépendant. Dans certaines régions, les châtelains détenaient tant d'influence que même les nobles hésitaient à les défier. Ils savaient que les soldats du château n'obéissaient qu'à un seul homme, et que sa loyauté pouvait changer selon les circonstances. Pourtant, l'âge des châtelains n'était pas qu'une question de pouvoir, c'était aussi une question de survie. Le XIIIe siècle fut une époque dangereuse. Les Mongols balayèrent l'Europe de l'Est comme une tempête, brûlant des villes et écrasant des armées. Les duchés divisés de Pologne ne purent seulement faire front commun. Dans bien des régions, ce fut le châtelain, non le duc, qui organisa la défense, rassembla la population et tenta de sauver ce qui pouvait l'être. Lorsque les Mongols envahirent dans l'an 1241, ils laissèrent derrière eux des cendres et du silence. Des villes comme Cracovie et Sandomierz furent dévastées. Mais les châteaux, eux, résistèrent-ils souvent, tels des îlots de résistance. Entre leurs murs, le courage du châtelain faisait souvent la différence entre la survie et la destruction.
Ainsi, les châteaux se multiplièrent. Chaque duché, chaque passage de rivière, chaque colline digne d'être défendue en possédait un. La Pologne devint une terre de pierres et de forteresses, du Wawel à Cracovie jusqu'à Malbork et au-delà. Le paysage médiéval polonais était couvert de tours, chacune arborant une bannière, chacune racontant une histoire de fierté, de peur et de résistance. Les châtelains eux-mêmes venaient de familles nobles, mais leur poste n'était pas héréditaire. Ils se méritaient, et parfois se perdaient, par le service et la loyauté. Un bon châtelain pouvait gravir les échelons, gagner richesse et influence. Un mauvais pouvait être démis, emprisonné, voire exécuté. Leur vie était un équilibre constant entre servir leur duc et se servir eux-mêmes. Mais pour le peuple, la règle du châtelain apportait quelque chose qui avait disparu depuis la fragmentation du royaume, l'ordre. Un ordre peut être dur, mais un ordre tout de même. Les routes étaient surveillées, les querelles tranchées, les marchés protégés. Le châtelain était le visage du pouvoir dans un temps où les rois n'étaient plus que des noms dans les chroniques. Mais avec le pouvoir vient la corruption. Certains châtelains taxaient à outrance, s'emparaient de terre ou utilisaient leurs soldats pour intimider leurs rivaux. Sans autorité centrale forte, personne ne pouvait les arrêter. L'Église s'opposait souvent à eux, leur rappelant que leur pouvoir devait servir la justice, non la cupidité. Mais l'ambition humaine n'écoute guère les sermons. Pourtant, l'héritage de cette époque n'est pas fait que de luttes et d'abus. Ce fut aussi un temps de croissance. Beaucoup des plus anciennes villes de Pologne, Cracovie, Poznań, Wrocław, doivent leur essor initial à la structure et à la protection offerte par les châtelains. D'une certaine façon, ils furent table pont entre le chaos et la Renaissance, maintenant la vie en attendant le retour du rêve d'une Pologne unie. Et ce rêve finit par renaître. Peu à peu, de nouveaux dirigeants émergèrent, des hommes comme le duc Władysław le Bref, qui rêvaient de réunir les terres morcelées sous une même couronne. Mais avant que les rois ne règnent à nouveau, ce furent les châtelains qui gardèrent le cœur du royaume battant. Alors, quand vous imaginez la Pologne médiévale, ne voyez pas seulement des chevaliers à cheval ou des rois dans des salles dorées. Imaginez un château gris sur une colline, une bannière claquant au vent, un homme en manteau de fourrure marchant sur les remparts, un châtelain veillant sur son peuple, sa terre, et l'écho affaibli d'un royaume jadis uni. Parce que parfois, l'histoire ne se porte pas sur une couronne ou une dynastie. Parfois, elle repose sur ceux qui ont tenu les murs pendant que tout le reste s'effondrait. Chevalier et honneur, le code de la chevalerie dans les terres polonaises. Imagine la scène. La brume du matin s'élève au-dessus des champs, le bruit des sabots résonne dans la vallée, et le soleil se reflète sur des armures étincelantes. Un chevalier, fidèle à son seigneur, loyal à sa foi, lié par sa parole, s'avance non seulement pour combattre, mais pour vivre selon un code. Dans les terres médiévales de Pologne, ce n'était pas une légende, c'était une manière de vivre, un idéal qui a façonné des générations de guerriers, de nobles et de rêveurs. Quand on pense à la chevalerie, on imagine souvent les chevaliers français ou anglais, élégants, poétiques, guidés par la courtoisie et l'amour courtois. Mais en Pologne, le code chevaleresque avait une personnalité bien à lui. Plus rude, plus pragmatique, il était marqué par la vie de frontière d'un pays coincé entre l'Est et l'Ouest. Ici, être chevalier ne se résumait pas à la politesse. C'était une question de survie, de foi et de devoir. Tout commençait avec le Rycerz, le chevalier polonais. Il n'était pas toujours de naissance noble. Au début du Moyen Âge, beaucoup venaient de familles de guerriers qui avaient gagné leur place par leur bravoure au combat. Un soldat loyal pouvait s'élever, recevoir des terres et obtenir le titre de komso ou de wojewoda, des chefs chargés de défendre le royaume. Peu à peu, cette classe de combattants devint la colonne vertébrale de l'État des Piast, puis du royaume polonais. Pour le Rycerz, l'honneur n'était pas un mot vide, c'était tout. Le perdre, c'était perdre son identité. L'honneur guidait la façon dont il traitait ses compagnons, affrontait ses ennemis et même sa manière de mourir. Les chroniques la racontent des chevaliers préférant tomber sur leur épée, plutôt que de vivre dans la honte. Et lorsqu'un chevalier en insultait un autre, cela ne se réglait pas par des mots, mais par des duels, souvent à mort. Mais l'honneur, c'était aussi la loyauté, surtout envers son seigneur. Chaque chevalier prêtait serment de fidélité, à genoux devant son duc ou son roi, promettant de le servir loyalement en temps de guerre comme en temps de paix. Rompre ce serment n'était pas seulement une trahison, mais un péché mortel. Ce lien entre le guerrier et son souverain était à la fois spirituel et politique.
La religion jouait un rôle essentiel dans l'univers chevaleresque de la Pologne médiévale. La croix et l'épée étaient indissociables. Les chevaliers priaient avant la bataille, confessaient leurs péchés avant de partir au combat et croyaient que le courage sur le champ de bataille pouvait les mener au salut. Combattre les païens, surtout au nord et à l'est, était considéré comme une œuvre sainte. Les guerres contre les Prussiens, les Jotvingiens et plus tard contre les chevaliers teutoniques n'étaient même pas seulement politiques, elles étaient spirituelles. Et puisque l'on parle de croisade, les chevaliers polonais en faisaient partie eux aussi. Certains rejoignirent les expéditions vers la Terre Sainte, combattant sous les bannières de la chrétienté européenne. D'autres participèrent aux croisades baltiques, plus proches, menées pour convertir les tribus païennes du Nord. À leurs yeux, ils ne se battaient pas pour des terres, mais pour Dieu. Pourtant, la chevalerie en Pologne ne se limitait pas à la guerre. Elle avait aussi un visage plus doux, influencé par l'Église et par l'Occident. Les chevaliers devaient faire preuve de courtoisie, protéger les femmes et défendre les faibles. Les chansons et poèmes célébraient la loyauté, le courage et l'amour. Même si la réalité ne suivait pas toujours ces idéaux. Dans les châteaux et les cours, on organisait des tournois où les chevaliers prouvaient leur valeur non par le sang, mais par le jeu. Malgré tout, la chevalerie polonaise gardait un tranchant plus dur. C'était une terre entourée d'ennemis, l'Empire romain germanique à l'ouest, les envahisseurs mongols à l'est et des voisins toujours menaçants. Un chevalier ne pouvait pas se permettre la mollesse. Son armure n'était pas décorative, elle était vitale. Sa foi n'était pas qu'un rituel, elle était sa force. Alors qu'en Europe occidentale, les chevaliers vivaient souvent dans des cours somptueuses, en Pologne, ils restaient proches de la terre, gérant leurs domaines, entraînant des soldats, surveillant les frontières. Guerriers et propriétaires, ils étaient profondément attachés au sol qu'ils défendaient. Leurs châteaux n'étaient pas des symboles de luxe, mais de vigilance. Ce qui est fascinant, c'est que l'idéal du chevalier dépassa peu à peu le simple cadre du combat. Il façonna l'âme même de la noblesse polonaise, la szlachta. À la fin du Moyen Âge, être noble signifiait bien plus que posséder des terres, c'était vivre selon le code chevaleresque. Même quand les armures cédèrent la place aux beaux habits, et que la politique remplaça la guerre, cette idée d'honneur, cette dignité farouche et inébranlable, resta au cœur de l'identité polonaise, et elle survécut. Dans les siècles suivants, quand la Pologne dut affronter invasion et partage, cet esprit chevaleresque, fondé sur le courage, la loyauté et la foi, revint sans cesse. Les poètes l'évoquaient, les soldats s'en inspiraient. L'image du chevalier à cheval, fier et intrépide, devint non seulement un souvenir du passé, mais le symbole d'un peuple refusant d'oublier ce que signifie vraiment l'honneur. Oui, la chevalerie était née comme un code de guerre, mais en Pologne, elle devint bien plus que cela, une boussole morale, une façon de vivre et de mourir avec dignité. Ce n'était pas une question de titre ou d'armure brillante, mais de rester droit, même quand le monde autour de soi s'effondrait. Car au fond, le véritable chevalier polonais n'était pas seulement un homme de guerre, c'était un homme de foi, de loyauté et de principe. Et longtemps après que le bruit des épées se soit éteint, son esprit continua de vivre, non dans les châteaux ou les chroniques, mais dans le cœur d'une nation qui n'a jamais oublié ce que signifie l'honneur, le défi teutonique, la foi tournée contre la Pologne. Tout commença, comme tant d'histoires du Moyen Âge au nom de Dieu. Mais la foi, censée unir, peut parfois diviser, et au XIIIe siècle, la Pologne allait l'apprendre de la façon la plus douloureuse. Les chevaliers teutoniques ne naquirent pas en Pologne, ils venaient de loin, des croisés allemands formés à l'origine pour aider les pèlerins en Terre Sainte. Leur symbole était simple mais puissant, une croix noire sur un manteau blanc, pureté et discipline enveloppées d'acier. C'étaient des moines armés, des soldats priants, qui disaient se combattre pour le Christ et pour l'ordre. Mais quand leur mission en Terre Sainte prit fin, ils cherchèrent une nouvelle cause et une nouvelle patrie. C'est alors que la Pologne leur ouvrit la porte. Vers l'an 1226, le duc Conrad de Mazovie faisait face à un grave problème. Des tribus païennes, les farouches Prussiens, vivaient juste au-delà de ses frontières. Ils pillaient ses terres, brûlaient ses villages et refusèrent de se convertir au christianisme. Désespéré, Conrad prit une décision qui allait changer le destin de la Pologne. Il invita les chevaliers teutoniques à s'installer dans la région de Chełmno, à condition qu'ils l'aident à combattre et convertir les Prussiens. Cela paraissait une idée sage. Les chevaliers étaient expérimentés, disciplinés et fervents.
Mais Conrad ne se rendait pas compte qu'il venait de libérer une force bien plus grande que lui. L'ordre teutonique arriva, construisit ses châteaux et lança sa guerre sainte, non seulement contre les païens, mais bientôt contre quiconque se dressait sur sa route. Il conquéra les Prussiens, certes, mais s'approprièrent aussi leurs terres. Au lieu de les rendre à la Pologne, ils les déclarèrent leur domaine. Un nouvel État monastique gouverné non par des princes, mais par un grand maître et sa croix noire. Au milieu du XIIIe siècle, l'ordre était devenu riche et puissant. Ils bâtirent d'immenses forteresses de pierre comme Malbork, un chef-d'œuvre architectural et un symbole de leur volonté de fer. Leur État s'étendait le long de la mer Baltique, et leur influence atteignait les cours d'Europe. Papes et empereurs bénissaient leurs campagnes, les appelant soldats du Christ. Mais pour la Pologne, ils n'étaient rien d'autre que des conquérants drapés de foi. Au fil des décennies, les tensions s'intensifièrent. Les chevaliers teutoniques continuèrent à s'étendre, affrontant les princes polonais et plus tard les Lituaniens nouvellement christianisés. Ils accusaient leurs voisins d'hérésie, utilisant la religion comme arme pour justifier leurs invasions. Chaque croisade qu'ils lançaient était enveloppée de rhétorique sainte, mais derrière se cachait l'ambition, la cupidité et l'orgueil. Et pourtant, la Pologne ne resta pas seule pour toujours. À la fin du XIVe siècle, une nouvelle alliance vit le jour, une union qui allait remodeler l'Europe de l'Est. Le mariage de la reine Jadwiga de Pologne et du grand-duc Jogaila de Lituanie unit deux nations sous une même couronne. Jogaila fut baptisé sous le nom de Władysław Dołajagiełło, et dès ce moment, le récit teutonique du chrétien contre le païen commença à s'effondrer. Mais les chevaliers ne cédèrent-ils pas. Ils accusèrent la nouvelle union polono-lituanienne de fausse conversion, affirmant que leurs ennemis ne faisaient ce que prétendre être chrétiens. Alors, comme toujours, ils dégainèrent leurs épées. En l'an 1410, la tension éclata dans l'une des batailles les plus célèbres de l'Europe médiévale, Grunwald. Là, sur les plaines du nord de la Pologne, l'ordre teutonique affronta les forces unies de la Pologne et de la Lituanie. Sous les bannières de l'Aigle blanc et du Vitis, chevaliers, nobles et soldats combattirent, côte à côte, contre la croix noire autrefois invincible. La bataille fut féroce. Le soleil d'été écrasait les armures et la terre couverte de sang. Mais à la fin, l'ordre fut brisé. Leur grand maître, Ulrich von Jungingen, gisait mort parmi les siens. Ce fut plus qu'une victoire militaire, ce fut un tournant spirituel. La foi venait d'être reprise à ceux qui l'avaient transformée en instrument de conquête. Même après Grunwald, les chevaliers teutoniques restèrent une menace. Ils se reconstruisirent, se réorganisèrent et continuèrent à se battre, mais leur puissance commençait à s'éteindre. La Pologne et la Lituanie devinrent les défenseurs de la vraie foi chrétienne, non par la force, mais par l'unité. Et dans les siècles suivants, les ruines de Malbork demeurèrent un rappel silencieux de ce qui arrive quand la foi se change en empire. Le défi teutonique ne se résumait pas aux épées et aux châteaux, il parlait de la corruption des idéaux. L'ordre était venu en Pologne comme un allié, prêchant le salut et la civilisation. Mais il devint quelque chose de plus sombre, la preuve que même les intentions les plus saintes peuvent engendrer la tyrannie quand elle s'allie à l'ambition. Et pourtant, de cette lutte naquit la force. La Pologne apprit l'importance de la diplomatie, des alliances, et de savoir quand combattre et quand s'unir. La Croix Noire avait projeté son ombre sur la Baltique pendant un temps, mais la lumière de la couronne polonaise, forgée dans la foi et trempée par la guerre, brillerait pendant des siècles encore. Au final, les chevaliers teutoniques avaient bâti des murs de pierre, mais la Pologne avait bâti quelque chose de plus fort, un sens du but, de l'identité et de la persévérance. Car au cœur de chaque grand défi se trouve la graine du renouveau, et des cendres de cette guerre sainte, la Pologne se releva, non pas comme une victime, mais comme une puissance à part entière. La réunification, Władysław le Bref et le retour de la couronne. C'est étrange de penser que l'un des rois les plus importants de la Pologne était un homme si petit qu'on l'appelait Łokietek, le Bref. Mais parfois, l'histoire ne favorise pas les plus forts ni les plus grands, mais ceux qui refusent d'abandonner. Et c'est là, plus que tout, le don que Władysław Łokietek a offert à la Pologne. Une persévérance têtue, inébranlable. Quand Władysław naquit au milieu du XIIIe siècle, la Pologne n'était plus vraiment un pays, c'était un souvenir. Après des générations de divisions entre princes piastes, le royaume qui s'étendait autrefois de la mer Baltique aux Carpates s'était morcelé en duchés rivaux, Cracovie, Sandomierz, Silésie, Cuyavie et bien d'autres, chacun gouverné par son propre seigneur. La couronne avait disparu, l'unité oubliée.
Mais Władysław avait un rêve presque impossible, tout rassembler à nouveau. Son chemin vers le pouvoir fut tout sauf facile. Il commença comme un petit duc de Cujavie, ni riche, ni puissant, et certainement pas redouté. Mais il était rusé et déterminé. Là où d'autres voyaient le chaos, il voyait une chance. Là où d'autres pliaient le genou, lui tenait bon. Dans sa jeunesse, il tenta de s'emparer de Cracovie, la ville qui symbolisait le droit de régner sur toute la Pologne. Mais les nobles locaux refusèrent de le reconnaître. Il était entouré d'ennemis, des voisins puissants comme le roi de Bohême et des princes polonais rivaux qui ne le voyaient que comme un gêneur. Il fut exilé, trahi, pourchassé et humilié plus de fois que la plupart des souverains n'auraient non pu le supporter. Pourtant, chaque fois qu'il tombait, il revenait. À un moment, il dut fuir en Hongrie. Plus tard, il revint avec l'aide d'alliés du Nord. Parfois, son royaume ne se résumait qu'à quelques châteaux et une poignée d'hommes fidèles. Mais Władysław n'abandonna jamais sa vision d'une Pologne unie. Peu à peu, il construisit sa puissance, non par la force mais par la patience et la ténacité. Il reprit la Cujavie, puis Sandomierz, puis Cracovie elle-même. Chaque victoire fut durement gagnée, chaque alliance fragile. Mais, morceau par morceau, il recousit la carte déchirée de la Pologne. Au début du XIVe siècle, ce que tous pensaient impossible commença à se réaliser. Les princes de Grande Pologne, impressionnés par la persévérance de Władysław, finirent par le soutenir. Même l'Église, autrefois hésitante, lui accorda sa bénédiction. Et en l'an 1320, dans la majestueuse cathédrale du Wawel à Cracovie, Władysław Łokietek fut couronné roi de Pologne. Pour la première fois depuis près de 200 ans, la couronne polonaise reposait sur la tête d'un souverain, régnant sur un royaume enfin rassemblé. Ce n'était pas une unité parfaite. La Silésie penchait encore vers la Bohême, et la Poméranie restait disputée par les chevaliers teutoniques, mais symboliquement, c'était tout. Le royaume était de retour. L'idée de la Pologne vivait à nouveau. On l'appelait le petit roi, mais il n'y avait rien de petit dans son accomplissement. Son couronnement n'était pas qu'un acte politique, c'était une déclaration. Il affirmait que la Pologne ne resterait pas brisée pour toujours, que la foi et la persévérance pouvaient reconstruire ce que l'ambition et la cupidité avaient détruit. Pourtant, le règne de Władysław ne fut pas paisible. Il dut affronter des rébellions, des guerres et la menace constante de l'ordre teutonique. Dans l'un de ces moments les plus sombres, les chevaliers s'emparèrent de Gdańsk et d'une grande partie de la Poméranie, coupant la Pologne de la mer. Cette perte le hanta et entrait son fils, Casimir le Grand, qui s'efforcerait plus tard de réparer ce que son père avait commencé. Mais malgré tout, Władysław resta ferme. Lorsqu'il mourut en l'an 1333, il laissa derrière lui quelque chose d'inestimable, non seulement une couronne, mais la conviction que la Pologne pouvait redevenir une nation unie. Il n'était pas un conquérant, ni un philosophe visionnaire, ni même particulièrement riche. Il était simplement un survivant. Un homme trop obstiné pour laisser la Pologne disparaître de l'histoire, et c'est peut-être pour cela que le peuple l'aimait. Parce que son histoire n'était pas faite de gloire ou de grandeur, mais de courage et de persévérance. Celle d'un petit homme qui se tenait droit face au chaos d'une époque divisée. Quand son fils Casimir monta sur le trône, les fondations étaient enfin posées pour une ère d'or. Mais rien de cela n'aurait été possible sans Władysław Łokietek, le roi qui refusa d'abandonner, l'homme dont la force résidait non dans la taille ou la richesse, mais dans la volonté. Au fond, son histoire nous rappelle que parfois, l'histoire n'est pas sauvée par les géants, mais par ceux qui continuent simplement d'avancer, pas à pas, combat après combat, rêve après rêve, jusqu'à ce que la couronne leur appartienne enfin. Le règne de Casimir le Grand, loi, savoir et héritage. On disait qu'à son avènement, la Pologne était faite de bois, et qu'à sa mort, elle était faite de pierre. Peu de rois ont mérité un tel héritage. Casimir le Grand, dernier de la dynastie des Piastres, régna non par des guerres incessantes ni de grandes conquêtes, mais avec sagesse, patience et une compréhension profonde de ce dont son peuple avait vraiment besoin, la stabilité. Casimir, fils de Władysław le Bref, hérita d'un royaume encore fragile. Son père avait réuni la Pologne après près de 2 siècles de division, mais l'unité sur le papier ne signifiait pas encore la paix réelle. Les frontières étaient incertaines, les nobles agités, les villes pauvres et les chevaliers teutoniques menaçaient toujours au nord.
Casimir n'avait que 23 ans lorsqu'il monta sur le trône en l'an 1333, jeune, ambitieux, et déjà conscient qu'il devait faire plus que simplement porter une couronne. Il devait prouver que la Pologne pouvait de nouveau se tenir droite. Son premier acte ne fut pas la guerre, mais la diplomatie. Il conclut la paix avec la Bohême, même si les Tchèques réclamaient encore des droits sur le trône polonais. Ce fut un compromis stratégique, le genre qui évite le sang versé tout en donnant à la Pologne le temps de se renforcer. Puis, il fit la paix avec les chevaliers teutoniques, négociant le traité de Calice en l'an 1343. Ce n'était pas parfait, mais cela lui offrit quelque chose de bien plus précieux que des terres, du temps pour construire. Et Casimir construisit, au sens propre comme au figuré. Il reconstruisit les villes détruites par la guerre, en fonda de nouvelles sous le droit de Magdebourg, un système favorisant le commerce et la croissance urbaine, et renforça les fortifications de villes comme Cracovie, Lublin et Poznań. Les châteaux de pierre remplacèrent les forteresses de bois. Des murs s'élevèrent, là où il n'y en avait pas. Les routes relièrent les marchés, et les marchands purent à nouveau voyager librement. Mais Casimir ne bâtissait pas seulement des murs, il construisait aussi des institutions. Son plus grand accomplissement fut sans doute son code de loi, un cadre juridique unifié pour tout le royaume. Avant lui, chaque province avait ses propres coutumes et tribunaux, un fouillis propice à la corruption et au désordre. Les réformes de Casimir apportèrent ordre et équité. Les pauvres pouvaient désormais faire appel à la cour du roi, et la justice, du moins en principe, devenait l'affaire de tous, pas seulement des puissants. Il réforma aussi l'impôt, améliora la monnaie et organisa l'administration de manière à ce que les fonctionnaires locaux répondent directement devant la couronne. Ce n'étaient pas des changements spectaculaires, mais les fondations discrètes d'un État solide. Et puis, il eut sa vision du savoir. En l'an 1364, il fonda l'université de Cracovie, plus tard connue sous le nom d'université Jagellonne, l'une des plus anciennes d'Europe. C'était sa réponse à une question simple mais essentielle. À quoi servent les châteaux s'il n'y a pas d'esprit pour les habiter ? Casimir comprenait que le pouvoir fondé sur le savoir dure plus longtemps que celui fondé sur la force. Des érudits affluèrent de tout le continent, et Cracovie devint non seulement un centre politique, mais aussi culturel. Le règne de Casimir se distingua aussi par une tolérance rare. Il accueillit les Juifs dans son royaume, leur accordant protection et droits légaux à une époque où la plupart des pays d'Europe les expulsaient. Il ne les voyait pas comme des étrangers, mais comme des contributeurs, marchands, savants, artisans, capables d'enrichir l'économie et la culture polonaise. Ce geste d'ouverture laissa une empreinte durable, faisant de la Pologne l'un des rares États médiévaux où les communautés juives prospérèrent. Bien sûr, il n'était pas sans défaut. Il pouvait être rusé, voire manipulateur, et sa vie personnelle fut marquée par les intrigues. Plusieurs mariages, de nombreuses liaisons, et aucun héritier masculin légitime pour continuer la lignée des Piast. Mais son esprit politique était redoutable. Il sut équilibrer le pouvoir entre l'Église et la noblesse, éviter les guerres inutiles et renforcer la position de la Pologne parmi ses voisins. Lorsqu'il mourut en l'an 1370, la Pologne était méconnaissable par rapport à celle que son père avait laissée. Elle était plus vaste, s'étendant vers l'est jusqu'en Ruthénie rouge, plus riche, plus sûre et plus respectée. Ses lois étaient écrites, ses villes fortifiées, sa réputation restaurée. À la mort de Casimir, la dynastie des Piast prit fin, et beaucoup craignirent l'avenir. Mais son héritage était si solide qu'il porta la Pologne vers une nouvelle ère. Les fondations qu'il avait posées permirent au futur roi Jagellon de bâtir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. L'histoire de Casimir n'est pas celle d'un conquérant, mais celle d'un bâtisseur. Un roi qui prit un royaume fragile et divisé et lui donna structure, raison et dignité. Il ne se contenta pas de régner sur un pays, il façonna une nation. Et ce dicton, il trouva la Pologne en bois et la laissa en pierre, ne parlait pas seulement des bâtiments, il parlait de force, de la transformation de quelque chose de fragile en quelque chose qui dure. Casimir le Grand montra que la grandeur ne naît pas toujours dans les batailles. Parfois, elle se construit, pierre après pierre, loi après loi, mot après mot, jusqu'à ce qu'une nation, autrefois brisée, se tienne à nouveau debout. La vie au château, noble, serviteur et mur de pierre. Si tu avais vécu dans la Pologne médiévale et que tu avais traversé la campagne, tu aurais vu se dresser à l'horizon de hautes silhouettes de pierres grises et rouges, perchées sur des collines ou gardant les rivières. Des châteaux,
Pour un paysan qui labourait la terre, il semblait appartenir à un autre monde, un lieu de pouvoir, de sécurité et de mystère. Mais derrière ces murs de pierre, la vie n'était pas aussi romantique que les chansons le laissaient en croire. Passons un instant les portes d'un château polonais du XIVe siècle. Les lourdes portes en chêne grincent, et le froid de la pierre te saisit aussitôt. L'air sent la fumée, la cire et la paille ancienne. Tu entends des pas résonner contre les murs, le cliquetis des armures, un chien qui aboie quelque part dans la cour. La vie ici était animée, mais aussi réglée avec une rigueur stricte. Au sommet de cet ordre se tenait le seigneur, le pan, souvent un noble qui détenait ses terres grâce à la faveur du roi. Son château était à la fois une forteresse et le symbole de son rang. Être invité dans sa grande salle signifiait que tu avais sa confiance. Sa parole faisait loi à l'intérieur de ses murs. Les devoirs du seigneur ne se limitaient pas à s'asseoir sur un trône et à boire du vin. Il était le protecteur de ses terres, responsable de la justice, de la défense et des impôts. Si le roi l'appelait, il devait fournir des chevaliers pour la guerre. En cas de famine, il était censé, du moins en théorie, venir en aide à son peuple. Mais en réalité, sa vie était une suite de calculs. Maintenir sa loyauté envers la couronne, gérer ses alliances avec les nobles voisins et veiller sans cesse à conserver son pouvoir. Puis venait la dame du château, souvent aussi importante que son mari. Quand le seigneur partait à la guerre, ce qui arrivait souvent, c'était elle qui dirigeait le domaine. Elle gérait les serviteurs, surveillait les cuisines, tenait les comptes et veillait à ce que la vie du château suive son rythme habituel. Il arrivait même qu'elle soit instruite, capable de lire des prières ou d'écrire des lettres, des compétences rares, même parmi les riches. En avançant plus loin dans le château, on voyait que pour chaque noble, des dizaines d'autres travaillaient dans l'ombre pour rendre leur vie possible. L'intendant surveillait les réserves, le grain, le sel, le vin, les chandelles. Le chambellan gérait les appartements privés. Le cuisinier et ses aides s'activaient près des grands foyers, faisant rôtir la viande sur des broches et cuire le pain dans d'immenses fours de pierre. Et puis, il y avait les serviteurs, pages, femmes de chambre, palefreniers, ceux qui balayaient les jonchés, astiquaient les armures et vidaient les pots de chambre. Leur vie était rude et leurs journées longues. Pourtant, pour beaucoup, servir dans un château restait mieux que de travailler au champ. Cela voulait dire manger à sa faim, dormir au chaud et nourrir l'espoir de monter en grade. Un page, par exemple, pouvait un jour devenir écuyer, et peut-être même chevalier. La vie entre les murs du château suivait le rythme des saisons et les exigences de la survie. En hiver, les feux brûlaient dans la grande salle, le seul endroit vaste et chaud. On s'y rassemblait sous des fourrures, mangeant des viandes salées et buvant de la bière. En été, la vie se déplaçait dehors. Festins dans la cour, tournois dans les champs, parties de chasse dans les forêts alentours. Et toujours, il y avait la cérémonie. La vie d'un noble était faite de codes, comment manger, comment parler, comment saluer. Même les repas suivaient un rituel précis. Le seigneur et la dame s'asseyaient à la grande table, leurs invités en dessous, pendant que musique et conversation emplissèrent la salle. On servait les plats sur des plateaux de bois, souvent trop lourds et gras pour nos goûts modernes. Sangliers rôtis, venaison, soupes épaisses, épicées de ce que la cuisine avait sous la main. Mais derrière tout ce faste se cachait une réalité plus froide. Les murs étaient humides. Les sols couverts de joncs cachèrent la poussière et les souris. Les chandelles fumaient. L'eau devait être tirée du puits. Et l'intimité, presque inexistante. Même les nobles dormaient entourés de serviteurs et de gardes. Pourtant, les châteaux étaient bien plus que des demeures. C'étaient des symboles. Pour les paysans, ils représentaient l'autorité et la protection. Pour les ennemis, ils étaient des bastions de défi. Et pour les voyageurs, ils formaient sur le cœur du paysage, des lieux où l'histoire prenait vie. L'architecture des châteaux polonais évolua au fil du temps. Les premières forteresses étaient en bois, des bastions bâtis sur des buttes de terre faciles à construire, faciles à brûler. Mais sous le règne de Casimir le Grand, elles se transformèrent en merveilles de pierre, avec tours, douves et portes fortifiées. Certains, comme le château du Wawel à Cracovie ou les forteresses gothiques de Silésie, devinrent des centres d'art et de politique. D'autres, plus petits et rustiques, n'étaient que des postes militaires. La nuit, quand les torches s'éteignaient et que la cour se taisait, le château semblait respirer. Le vent sifflait dans les meurtrières. Les chiens faisaient les 100 pas. Les gardes, sur les remparts,
scrutaient la forêt noire au-delà des murs, à l'affût du danger. La vie était incertaine et la sécurité jamais assurée. Et pourtant, derrière ces mêmes murs, naissaient l'amour, les alliances et les légendes. Les ménestrels chantaient la chevalerie et le courage, pendant que les vrais chevaliers astiquaient leur armure pour la prochaine campagne. Les enfants apprenaient à prier, à monter à cheval, à lire, s'ils avaient cette chance. Pour la plupart des gens, le château était un monde à part, inaccessible, intouchable. Mais pour ceux qui y vivaient, c'était à la fois un refuge et une prison, un lieu où le confort et le devoir, le privilège et la peur, coexistaient derrière les mêmes murs de pierre. Alors, la prochaine fois que tu verras les ruines d'une forteresse médiévale dressée sur une colline polonaise, imagine non seulement les batailles qui s'y sont déroulées, mais aussi les vies qui s'y sont entrecroisées. Les rires résonnant dans la grande salle, le bruit du marteau sur l'enclume, le murmure des serviteurs dans les couloirs, car un château, en vérité, n'était pas seulement bâti de pierre, il était bâti d'êtres humains, de nobles et de serviteurs, de pouvoir et de labeur, de rêves et de défense. Il était, à sa manière, le reflet même de la Pologne médiévale, fière, fragile et durable. L'Église et la couronne, pouvoir et piété. C'est étrange de penser qu'en Pologne médiévale, les deux forces les plus puissantes de la vie d'un homme ne portaient pas d'armure, elles portaient des robes. L'une tenait une épée, l'autre une croix, et ensemble, elles ont façonné tout un royaume. L'Église et la couronne, partenaires, rivales, et souvent alliées malgré elles. Leur histoire était faite de foi, d'ambition et de cette quête permanente d'équilibre entre le ciel et la terre. Revenons un instant, à l'époque où les rois gagnaient encore leur couronne et où les évêques étaient les véritables maîtres du savoir. Après le baptême de Mieszko, la Pologne ne naquit pas seulement politiquement. Elle fut baptisée dans un monde nouveau. L'Église devint le pont entre les seigneurs locaux et l'Europe chrétienne. Les prêtres apportèrent le latin, l'écriture et l'autorité de Rome, tandis que les rois trouvaient en elle un moyen de légitimer leur pouvoir. Régner, par la grâce de Dieu, était une affirmation puissante. Mais cette grâce avait un prix. Les premiers rois piastes devaient souvent négocier avec des évêques, qui n'avaient pas peur de leur tenir tête. L'Église réclamait des terres, la dîme et l'immunité face aux impôts et aux tribunaux royaux. Les rois avaient besoin de sa bénédiction, mais redoutaient son indépendance grandissante. C'était un jeu délicat, un faux pas, et un souverain risquait l'excommunication, ses sujets avertis que son règne n'était plus sain. À l'époque de Bolesław le Brave et de ses successeurs, les cathédrales commencèrent à s'élever à côté des châteaux. Chaque pierre affirmait un ordre divin, l'Église d'un côté, la couronne de l'autre. Les évêques siégeaient dans les conseils royaux, donnaient leur avis sur la diplomatie et commandaient même des armées en temps de guerre. Et quand il s'agissait de pouvoir moral, peu pouvaient rivaliser avec eux. Imagine un village médiéval où la parole d'un prêtre pouvait apaiser une émeute ou condamner le péché d'un noble. C'est dire à quel point la foi imprégnait tout, des plus petites chapelles jusqu'à la chapelle royale du Wawel. Au XIIe et XIIIe siècle, alors que la Pologne se fragmentait en duchés, l'Église devint l'un des rares piliers de stabilité. Tandis que les princes se disputaient les frontières, les évêques rédigeaient des chartes, tenaient des archives et maintenaient l'unité sous le signe de la croix. Ils étaient les gardiens de la continuité, rappelant à chaque souverain, aussi orgueilleux soit-il, que la couronne pouvait briller, mais que le salut ne venait que par la foi. Et pourtant, cette relation n'a jamais été simple. Prenons l'exemple de Henri le Barbu, un duc à la fois pieux et pragmatique. Il accorda des terres aux monastères, sachant que les moines asséchaient les marais, cultivaient les champs et apportaient la prospérité. Mais en même temps, il surveillait de près le pouvoir croissant du clergé. Trop de foi entre de mauvaises mains pouvait vite devenir politique. Puis arrivèrent les ordres mendiants, dominicains, franciscains, prêchant pieds nus dans les villes, enflammant les cœurs de leurs sermons. Ils changèrent l'esprit de la religion en Pologne. La foi n'était plus confinée aux abbayes ou aux cours, elle marchait désormais parmi le peuple. Même les rois y prêtèrent attention. Ils fondèrent des monastères et des cathédrales, non seulement pour leur salut, mais aussi pour affirmer leur prestige. Fonder une église, c'était inscrire son nom dans l'éternité. Mais tout n'était pas lumière. Les querelles de propriété, les accusations de corruption ou les abus liés aux indulgences entamèrent parfois la confiance du peuple. Et pourtant, malgré tout, l'Église demeura un pilier moral.
quand les invasions mongoles brûlèrent les villes, quand la politique déchira la Pologne, c'est elle qui appela à l'unité, au pardon, à la reconstruction. Sous le règne de Casimir le Grand, l'équilibre atteignit une certaine maturité. Le roi faisait les lois, l'Église guidait les âmes. Des universités comme celle de Cracovie naquirent de cette alliance, des savants en robe enseignant aux futurs clercs et administrateurs. Le savoir et la foi devinrent les deux forces motrices du royaume. Pourtant, la rivalité ne disparut jamais vraiment. Qui détenait le vrai pouvoir, celui qui couronnait ou celui qui était couronné? Certains disaient non que l'Église régnait sur les cœurs, le roi sur la terre. D'autres pensaient que l'un ne pouvait exister sans l'autre. Et peut-être avaient-ils raison. La Pologne médiévale ne s'est pas construite seulement par l'épée, ni seulement par la prière, mais dans la tension entre les deux. L'Église donna au roi une mission divine. La couronne offrit à la fois un royaume où s'enraciner. Ensemble, elles transformèrent à la Pologne d'un jeune duché en un royaume chrétien respecté dans toute l'Europe. Aujourd'hui encore, les vieilles cathédrales et chapelles royales racontent cette histoire. Dans leurs murs silencieux, on croit entendre l'écho des chants latins et des décrets royaux. Deux voix mêlées qui ont à jamais façonné l'âme d'une nation. L'héritage des Piast, pierre, épée et esprit. Si l'on remonte à travers les siècles de la Pologne médiévale, un nom revient sans cesse, celui des Piast. De Mieszko Ier, qui baptisa la nation, à Casimir le Grand, qui laissa une Pologne plus forte, plus sage et plus unie que jamais, les Piast furent bien plus qu'une dynastie. Ils furent dans les architectes d'un royaume, les bâtisseurs d'une identité nationale et les gardiens d'un État fragile en devenir. Les Piast commencèrent modestement, comme ducs d'une terre morcelée. La décision de Mieszko d'adopter le christianisme fut bien plus qu'un choix personnel. Ce fut un tournant pour tout un peuple. En un seul geste, la Pologne entra sur la scène européenne, nouant des liens avec des puissances voisines et gagnant en légitimité dans un monde gouverné par la foi et la politique. De ce baptême naquit une réaction en chaîne, des châteaux, des églises, des villes et des armées, autant d'outils pour consolider le pouvoir, protéger le royaume et étendre son influence. Bolesław le Brave porta cet héritage plus loin. Par son épée, il étendit les frontières de la Pologne, et son ambition le fit couronner premier roi. Sous son règne, la Pologne s'imposa comme un acteur de la politique européenne. Pourtant, même dans la conquête, les Piast restèrent fidèles à la foi et à la culture, mêlant l'épée à la croix pour créer un royaume capable de se défendre, aussi bien moralement que militairement. Vint ensuite une période de fragmentation, le royaume se divisant entre princes rivaux. Mais les Piast ne perdirent jamais de vue leur idée centrale, celle d'une Pologne unie. Władysław Łokietek, qu'on surnommait souvent le petit au grand cœur, était petit par la taille, mais immense par la persévérance. Face à l'exil, à la trahison et à des obstacles presque insurmontables, il reprit Cracovie et restaura la couronne, prouvant que la détermination et la loyauté pouvaient rebâtir une nation mieux que la seule force des armes. Puis vint Casimir le Grand, dernier roi Piast de la dynastie. Il régna non pas par la guerre, mais par la sagesse. Les lois furent codifiées, les villes et forteresses prospérèrent, les universités s'élevèrent et le commerce se développa. Il renforça à la fois la terre et l'esprit de la Pologne. À sa mort, la lignée des Piast s'éteignit, mais les fondations qu'ils avaient posées, politiques, culturelles et spirituelles, demeurèrent, offrant un tremplin aux Jagellons et à leurs successeurs. L'héritage des Piast se lit aussi dans la pierre. Leurs châteaux et forteresses n'étaient même pas que des structures défensives. C'étaient des symboles de permanence et d'autorité. De Malbork à Wawel, jusqu'aux petites forteresses des frontières, chaque pierre racontait une histoire de vigilance, d'ambition et d'identité. Ces forteresses protégées des vies affirmaient la puissance, et des siècles plus tard, elles devinrent des témoins silencieux de l'essor du royaume. Leur héritage se trouve aussi dans l'épée et le bouclier. Les Piast instaurèrent une tradition militaire faite de courage, de loyauté et d'honneur. Les batailles de la Pologne médiévale, contre les Mongols, contre les chevaliers teutoniques, furent menées dans cet esprit que la dynastie avait su inspirer. Mais peut-être que leur don le plus durable fut celui de l'esprit. Les Piast façonnèrent l'identité même de la Pologne, un esprit de résilience, d'unité et d'aspiration. Ils montrèrent qu'un petit royaume vulnérable pouvait survivre aux invasions, aux divisions et à l'incertitude politique,
à condition d'être guidés par la vision, la foi et le courage. Leur règne mêlèrent triomphes et épreuves, mais à travers tout cela, l'idée d'une Pologne libre et unie persista. Les Piastes n'étaient pas des souverains parfaits. Ils connurent la trahison, les querelles d'héritage et les luttes internes. Mais leur valeur ne se mesure pas seulement à leurs victoires individuelles, elle se voit dans la solidité des institutions, de la culture et du peuple qu'ils ont laissé derrière eux. Quand le dernier roi Piast mourut, la Pologne n'était plus un simple assemblage de terres, c'était un royaume doté d'une identité, de lois et d'une structure. Les églises, les villes, les châteaux, les armées et les savants qui avaient prospéré sous leur règne formèrent toutes les bases sur lesquelles des siècles d'histoire allaient s'écrire. Pierre, épée et esprit. Voilà comment les Piastes doivent être rappelés. Ils posèrent les fondations d'une nation, la défendirent par les armes et l'imprégnèrent d'une force morale qui dépassa leur dynastie. L'histoire médiévale de la Pologne est, à bien des égards, leur histoire. Celle de l'ambition, de la foi, de la persévérance et du désir de bâtir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quand on regarde la Pologne d'aujourd'hui, dans ses villes, ses forteresses et ses traditions vivantes, on peut encore sentir l'écho de l'ambition des Piastes. Ils furent-ils les premiers à rêver d'une Pologne unie, forte et culturellement florissante, et pour cela, leur héritage demeure inébranlable, une base sur laquelle le royaume et son peuple ont continué de grandir pendant des siècles. Et voilà l'histoire de la Pologne médiévale, du premier baptême à l'héritage éternel des Piastes. Château, roi, chevalier et l'esprit indomptable d'une nation ont tous contribué à façonner cette histoire. Et vous, quelle histoire vous a le plus fasciné? L'essor de Cracovie, le courage de Władysław Łokietek ou la sagesse de Casimir le Grand? Partagez vos impressions dans les commentaires et dites-nous quel chapitre du passé polonais vous aimeriez explorer ensuite. L'histoire regorge de surprises et chaque détail cache un récit à découvrir. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour continuer ce voyage à travers le temps avec nous. Et maintenant, imaginez-vous marcher dans ces rues médiévales. Que voudriez-vous voir en premier?